déjà dit, nous ne sommes jamais aussi mal protégés contre la souffrance que lorsque nous aimons. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. Ah, il était temps parce que ce Christian Page m'a manqué pendant le temps des fêtes, malgré le fait qu'on a eu des reprises de Radio X-Files. Il est là, en direct, pour la première émission de Radio X-Files de 2020. Salut, mon ami! Salut, Yannick! Officiellement, bonne année. Ben, toi aussi. Ouais, est-ce que tu t'es reposé pendant le temps des fêtes? Pas vraiment. Je travaille sur un projet d'émission de télé. Je travaille sur 2 livres en simultané. Donc, j'ai essayé de prendre, durant la période des fêtes, j'ai essayé de prendre un peu d'avance sur ces travaux-là. Puis finalement, j'avoue que j'ai été un petit peu laxiste certains jours. Alors, j'ai pas vraiment progressé. C'est-à-dire, j'ai progressé, mais pas autant que j'aurais souhaité. Ouais, donc, on risque de te revoir à la télé bientôt. Ben, on travaille, on espère, mais on travaille là-dessus. Tu sais, Christian, les années avancent, ça va te prendre un peu plus de maquillage qu'avant. À peine. Je te mettrais peut-être au goût du jour, là, même si Mme Bombardier... à un moment donné, il faut peut-être remplacer le pain fourrade. Ben oui, puis je pourrais peut-être te mettre des tatous un peu, là. Oui, oui, c'est sûr. Oui. J'ai entendu ta première partie d'émission où tu parlais justement de cet article de Denise Bombardier. Ouais. Bon, écoute, moi, j'ai pas beaucoup de commentaires à faire dans la mesure où je suis d'une génération où les tatouages n'étaient pas à la mode, bien sûr. J'ai vu arriver ça. C'est passé quand tu parlais de l'histoire des tatouages, c'est vrai que les tatouages remontent même au néolithique, hein, à l'époque de l'homme préhistorique, là. Mais c'est vrai que les tatouages avaient des fonctions particulières, ou bien on les identifiait par à des groupes ethniques particuliers, à des clans. Dans les années 30-40, on parle de l'époque moderne, donc les années 1920-1930 par exemple, les tatouages étaient réservés là aussi à des chefs de clan ou encore à des gens qui avaient fait de la prison, hein, pour se reconnaître dans les pénitenciers. Certains groupes d'individus arboraient des tatouages. Mais c'est vrai que le tatouage n'a jamais été autant répandu qu'il l'est maintenant. Avant, il y avait toujours une espèce de fonction, disons, sociale au tatouage, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une espèce de mode. Les gens se font tatouer comme d'autres se font du piercing. Hein. Moi, de ma génération, les seuls piercings qu'on avait, les femmes avaient des boucles d'oreilles. Puis tu comprends, on avait des gars qui avaient une fois, de temps à autre, une boucle d'oreille à l'oreille. T'sais. Et aujourd'hui, c'était le plus loin que ça allait. Là, ouais. Oh, wow. Puis là, quand il y avait un gars qui avait dans la gang, il y a un gars qui arrivait un matin avec une boucle d'oreille. On s'est dit, oh! Qu'est-ce qui est arrivé, là? Tu sais, là, c'était quelque chose qui était... C'était les années 70, c'était les années 80. Toutes les filles étaient après ce gars-là. Ben écoute, moi j'en ai eu une... j'ai eu une oreille percée. Ouais. Et en fait, c'était souvent, on voulait s'identifier. Hein, c'est tout à fait vrai, il y a comme une espèce de mode. Ça, là-dessus, on peut pas le nier. Il y a une identification aussi. Moi, je me rappelle, j'ai eu une oreille percée parce que Johnny Hallyday avait une oreille percée. Ah voilà, tu t'identifies à Johnny. Voilà, donc je regardais Johnny Hallyday et il y avait cet aspect de dire on veut ressembler à notre idole, comme des gens vont... Puis c'est simplement une évolution. Hein. Dans les années 50, par exemple, les jeunes hommes se faisaient teindre les cheveux en noir avec des pattes doigts de chaque côté, là, des sideburns, là, des gros favoris. On se disait, on veut ressembler à Elvis. Hein. Dans les années 60, les hommes ont commencé à avoir des chevelures un peu plus longues. On voulait ressembler un peu aux Beatles. Il y avait également la mode vestimentaire. Hein, le jeans, par exemple, le blue jeans, comme on le connaît aujourd'hui, tout le monde porte ça. Il faut pas oublier que c'est une mode qui a été amenée dans les années 50 par Elvis et James Dean. Hein. Ils ont été les premiers à porter un peu le blue jeans partout
passe-partout, qui était devenu une espèce de vêtement passe-partout. Donc, il y a cette évolution-là. Les tatouages, là-dedans, restaient quand même assez exclusifs à des groupes très particuliers, souvent très marginalisés, même criminels. Et puis là, est arrivé, les années 90, où on a vu cette explosion-là. Bon, moi, j'ai pas de tatouage, j'aime pas beaucoup ça. Mais je pense que ça fait partie de ma génération, tu comprends? Comme j'imagine que les gens de ma génération aiment pas trop les gens qui ont des anneaux, par exemple, après une lèvre, ou un anneau après le nez, ou un truc comme ça. C'est simplement une espèce de choc de génération. Mais en dehors du choc de génération, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que, tu sais, à un moment donné, il faut ou bien évoluer ou être de son temps, puis accepter que la mode change. Tu sais, je veux dire, j'imagine que les gens qui sont nés, par exemple, dans la première moitié du 20e siècle, quand ils ont vu leurs jeunes, par exemple, dans les années 50, se faire pousser les cheveux avec des gros favoris ou encore se mettre à porter du blue jeans qui était réservé presque essentiellement à des agriculteurs, j'imagine que ces gens-là ont trouvé ça tout à fait scandaleux, tu comprends? Mais c'était l'évolution de la société. Puis aujourd'hui, cette évolution de la société, c'est effectivement le tatouage. Là où je rejoins un peu Denise Bombardier, sans être de son avis, c'est que c'est vrai que c'est plus facile de jeter une paire de jeans que de faire enlever un tatouage. Ouais. Mais là, elle nous a traité de monstres, elle nous a traité de désaxés sexuels. J'ai lu l'article, écoute, quand elle dit elle a transformé des individus en monstres, je ne crois pas qu'elle fait référence. Tu vois, moi, je l'ai pas lu exactement comme toi. Je l'ai pas lu comme étant tous les gens qui ont des tatouages sont des monstres. Elle parle de tatou, elle parle de piercing, elle parle de tous les trucs qu'on la scarification. Ouais. Quand elle parle des tatous qui ont changé des gens en monstres, en tout cas, j'ose espérer qu'elle parle de gens parce que c'est vrai, les gens à moins, par exemple, de gagner sa vie avec ça. On se rappelle, par exemple, du décès là, récemment de Zombie Boy, qui effectivement gagnait sa vie par ces tatouages extrêmes. Mais tu comprends que l'homme de la rue qui porte des tatouages un peu comme ceux-là, là, évidemment, on peut comprendre un peu qu'il y a une espèce de choc culturel quand tu vois un individu comme ça qui se présente devant toi, là. Donc, je pense que quand elle parle de gens extrêmement tatoués qui ont été transformés en monstres, j'ose espérer que c'est à des tatous extrêmes, ou en tout cas des zones de tatouage extrêmes comme celle-là qu'elle fait référence, et non pas simplement les gens qui ont quelques tatous comme ça sur les bras, sur le corps, dans le bas du dos. Mais de toute façon, essentiellement, je suis assez d'accord avec toi dans la mesure où, écoute, il y a une évolution de la société. Puis si l'évolution de la société passe par là, elle passe par là. Il faut se rappeler, par exemple, dans certains pays, puis principalement en Amérique centrale puis en Amérique du Sud, chez des sociétés comme les Incas, chez les Mayas, par exemple, on prenait les enfants et on bandait les têtes des enfants avec des bandes de tissu excessivement serrées pour faire des déformations crâniennes. Et les gens, puis on en trouve aujourd'hui de ces squelettes-là, tu as probablement vu des images de ça, de ces crânes très déformés. Il y a encore des groupes ethniques, des petits groupes, des communautés en Afrique, par exemple, qui pratiquent encore cette déformation crânienne. Bon, il y a des gens qui trouvent ça très esthétique dans ces communautés-là, parce que c'est difficile, de ce qui est beau ici, ce qui est beau ailleurs, les standards de l'esthétisme ne sont pas les mêmes, là. Donc, il y a dans ces communautés-là, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, à l'époque des Mayas ou des Incas, il y avait à la fois, on voyait là-dedans une espèce d'expression esthétique. Ouais. Il y avait également une appartenance à des castes sociétales. Donc, si les crânes déformés étaient généralement une caste élevée de la société, dans d'autres endroits, on trouve ça comme très esthétique. Mais encore une fois, ça passe par l'évolution de la société. Mais les modifications corporelles, c'est intéressant, puis ça peut peut-être rejoindre, ce qu'on fait des fois à Radio X-Files, c'est de démystifier certaines choses. Un corps qui est retrouvé des milliers d'années après, et là, on voit que son crâne est difforme, il est comme un peu en cône. Pour quelqu'un qui n'a pas un peu l'esprit scientifique, va voir, c'était peut-être c'est le corps d'un extraterrestre. Mais non, il y a des cultures qui, oui, justement, modifiaient le crâne, là. Ah, tu sais, Yannick, on a un gros problème, c'est de toujours regarder les sociétés passées avec les yeux du 20e siècle.
Et c'est vrai, par exemple, on parle de ces déformations crâniennes ou ces transformations physiques qui étaient liées soit à des groupes, à des ethnies ou encore à des groupes, des castes sociales. Puis là, bon, évidemment, on trouve un crâne déformé, puis là, d'un coup, ça devient un extraterrestre. Là. Ça fait partie, on regarde ça avec nos yeux d'une culture moderne du 20e siècle, avec ce qui est véhiculé. Par exemple, on parle des extraterrestres, on a une imagerie populaire des extraterrestres, et là, on essaie de voir là-dedans de ces images-là. On fait exactement la même chose dans tout le monde. Ces gens-là ont tendance à faire exactement la même chose lorsqu'on regarde des œuvres d'art passées. Oui. Je me rappelle, par exemple, combien de fois j'ai vu passer sur des sites Internet des images qui proviennent ou bien de l'expression de l'art, de la peinture, par exemple, à la Renaissance, ou encore des œuvres antiques. Et là, les gens voient là-dedans des vaisseaux spatiaux ou des extraterrestres. Il y a une image, par exemple, je me rappelle avoir vu, où on voit Dieu et Jésus, et devant eux, ils ont un globe. Et chacun, et sur le globe, on voit comme deux, à la fois le Christ et Dieu, tiennent une espèce de tige métallique qui part du globe, et ça nous donne, avec les yeux de l'homme du 20e siècle, bien sûr, quand on regarde ça, ce fameux globe à antenne ressemble étrangement à un Spoutnik, hein, donc le premier satellite artificiel lancé par les Soviétiques en 1957. Et là, on se dit, tiens, c'est curieux, sur une peinture de la Renaissance, voilà qu'on retrouve une sphère avec des antennes, et ça ressemble au Spoutnik. Alors là, évidemment, tu te dis que le raccourci est facile. Tu te dis, bon, OK, il faudrait croire que les extraterrestres seraient venus au Moyen-Âge ou à la Renaissance, puis ils avaient amené avec eux dans leur valise un Spoutnik russe. Tu sais, bon, je suis pas convaincu que si les extraterrestres nous avaient visités, ils auraient amené avec eux des satellites qui auraient ressemblé au Spoutnik russe. C'est bon, dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, tu vois que c'est un peu une vision obtuse, parce que si tu regardes, il existe énormément de peintures qui remontent à la Renaissance, parce qu'il faut pas se le cacher, hein, la religion a inspiré d'énormes chefs-d'œuvre, hein, autant au niveau de la musique, les cathédrales, les constructions, l'architecture, la peinture. En fait, le religieux a été un moteur important à l'expression de l'art. Et on retrouve à la Renaissance énormément de peintures où on voit Dieu et le Christ accompagnés de ce fameux globe, et ils tiennent chacun dans leurs mains un sceptre. C'est très, très répandu. La particularité de cette image que les amateurs d'OVNI utilisent, c'est parce que dans ce cas-là, dans le cas de cette peinture très précise, Dieu et Jésus ont placé leur sceptre, le peintre, en fait, quand il s'est exprimé, a placé le sceptre de Dieu et du Christ sur le globe, ce qui donne un peu une impression d'antenne. Mais ça, c'est notre vision du 20e siècle. Dans d'autres peintures, d'autres artistes ont peint exactement des scènes semblables, sauf que tu vois clairement que là, le Christ tient son sceptre, par exemple, dans une main à droite, Dieu dans une main à gauche, au milieu d'eux, il y a le globe, et il n'y a pas de contact entre le sceptre et le globe. Alors là, on voit bien que ce sont des éléments séparés, mais il a fallu que sur une toile, un peintre décide de coller tous ces éléments-là ensemble, et là, c'est devenu un Spoutnik russe. Tu vois, faut faire attention de ne pas toujours voir avec nos yeux d'hommes du 20e siècle ce qui s'est passé dans l'Antiquité ou à la Renaissance ou au Moyen-Âge. C'est un peu la même problématique lorsque l'on regarde les grands monuments de l'Antiquité. Les gens regardent ça, puis on se dit, si je prends par exemple les grandes pyramides, qui est toujours un objet de controverse, les gens regardent ça, puis ils disent, oh, OK, si on construisait, nous, une pyramide, hein, on fait cette tendance-là, ce transfert-là au 21e siècle. Hein. Si nous, on construisait une pyramide, il faudrait engager combien de personnes, combien d'ouvriers? Il faudrait faire appel à combien de machinerie lourde? Ça coûterait combien? Mais tout ça, c'est des préoccupations d'hommes du 21e siècle. Il y a 5000 ans, quand les pyramides ont été construites, le pharaon avait pas à se préoccuper de ça. Tu comprends? L'idée de la main-d'œuvre, c'était pas un problème pour lui. Il y avait la population travaillait pour Pharaon. Tu comprends? Il y avait certains mois où il y avait la culture, lorsqu'il y avait les crues du Nil. On entretenait les terres arabes qui étaient le long du Nil. Puis dans d'autres périodes de sécheresse, les gens recevaient une espèce le couvert, si je puis dire, en allant travailler au chantier de la pyramide. Donc, le problème de la main-d'œuvre se posait pas. C'était pas des esclaves, là, contrairement à ce qu'on a pensé longtemps, que les gens, les ouvriers des pyramides étaient des esclaves. C'était pas le cas. C'était des gens qui recevaient, entre guillemets, le gîte et le couvert, parce que dans des périodes
plus drastique, par exemple, ils étaient sous un peu la houpelette du pharaon. Ils travaillaient au chantier de la pyramide. Le problème du coût était pas non plus pour le pharaon, il n'y a pas de limite, là, ça se comptabilise pas en sous. Quoique, éventuellement, il y a eu quand même des coûts économiques à ça. C'est-à-dire que tu vas affamer une population, il y a toutes sortes d'éléments à ça, mais ça faisait pas partie d'un livre comptable. Tu comprends? Le pharaon, là, il n'y avait pas un comptable avec lui qui ouvrait un livre et disait, bon, ça va coûter tant, ça va faire ci. Quand on travaillait pour le pharaon, il faut faire également attention quand les gens disent un monument, par exemple, si on prend la grande pyramide de Khufu, c'est quand même un monument qui fait 140, à l'origine, il faisait 147 mètres de haut. Et là, les gens se disent, mais c'est énorme, hein? Moi, je les ai vus, les pyramides. Je sais pas si tu es allé en Égypte, Yannick. Pas encore, non. Mais les gens qui nous écoutent, qui ont vu les pyramides, écoute, ce sont des montagnes faites de main d'homme, là. C'est gigantesque. Quand tu es aux côtés, là, c'est renversant. Et là, tu te dis, mais c'est énorme pour le tombeau d'un bonhomme, d'un individu. Ça dépend, c'est pas n'importe quel individu. Le pharaon, là, si toi, avec tes yeux du 20e siècle, tu vois le pharaon comme un individu, ben tu viens de passer aux côtés de la plaque. À l'époque, le pharaon n'est pas un individu. Le pharaon est littéralement un dieu. Donc, on construit un monument, non pas pour un humain, on construit un monument pour un dieu. Et rien n'est assez grand pour un dieu. Donc, il faut essayer de comprendre ça. Et il y a d'autres exemples aussi du même genre. Prends le Taj Mahal, par exemple, qui est un monument fantastique, hein, qui se trouve en Inde. Ce monument-là, c'est simplement un mausolée. Hein. C'est un prince, un maharaja qui a fait construire un temple pour sa bien-aimée. Et pourtant, c'est un monument qui est fantastique. C'est donc, il faut quand même se remettre dans les contextes, les conditions dans lesquelles les choses vont être construites, l'époque également. Donc, il faut faire très attention de quelle façon on voit ces choses-là et les transférer toujours ou tout le temps les voir avec les lunettes des hommes du 21e siècle, nous amène à faire des extrapolations qui sont souvent un peu fantaisistes. Et je pense effectivement que à longue échelle, c'est vrai, comme pour nous qui regardons à travers le passé des grands monuments, le Colisée, le Stonehenge ou encore les pyramides, mais c'est vrai aussi à plus petite échelle, là, quand on regarde la mode des années 50 ou 60, il y a des choses qui nous paraissent un peu aberrantes. Et quand les gens de ces époques-là regardent la mode d'aujourd'hui, on voit aussi des choses qui nous semblent aberrantes. Je pense qu'il faut simplement s'adapter et essayer de revoir ça. Toujours essayer d'évoluer en fonction de la pensée sociale. Ce soir, dans Radio X-Files, pour la première de 2020, on parle de l'étrange affaire de Varginha. Quel drôle de nom. Ouais, c'est une ville au Brésil. Et pourquoi j'ai décidé de te parler de cette histoire-là? Écoute, juste avant Noël, j'ai eu une longue conversation avec mon ami Jocelyn Keller, qui est intervenu à plusieurs reprises à l'émission. Et on s'est mis à parler un peu comme des éphémérides de toutes sortes de trucs. Et bon, d'ailleurs, je vais te parler aujourd'hui d'un éphéméride très particulier. On en a déjà parlé à l'émission, mais je pense que c'était important d'aller un peu plus dans le détail. Donc, je vais te parler un peu ce soir. C'était la fin, il y a 50 ans, en janvier 1970. C'était la fin du projet Blue Book, ce projet d'enquête sur les ovnis très, très important, dont on a tiré une série de télé, une série de fiction qui a été présentée à History Channel, qui est disponible maintenant en français sur certains sites de streaming. Je crois que Historia va éventuellement, parce qu'il y a souvent un lien entre History Channel et Historia, à moins que je ne me trompe, là, mais je ne crois pas que la série ait été à ce moment-ci diffusée en français à Historia, mais je pense que éventuellement ça va certainement se faire. Je sais que la série commence à être disponible en français, notamment en France. La série a été diffusée en France en français et c'est inspiré du projet Blue Book et ça fait 50 ans, donc en janvier, on est en janvier 2020, en janvier 1970, c'était la fin du projet Blue Book, annoncé d'abord en décembre 1969 et les derniers livres ont été fermés le 31 janvier 1970. Donc, je voulais revenir un peu là-dessus. Donc, on était un peu dans les éphémérides et là, tout d'un coup, en parlant avec Jocelyn Keller, on s'est dit, ouais, c'est vrai qu'aussi, en 1996, c'était produit à Varginha, au Brésil, en janvier 1996. C'était produit un événement assez mystérieux.
pour lequel on n'a pas un fin mot de l'histoire. Bon, et je vais laisser Jocelyn Keller en parler, mais tu vas voir, on arrive un peu dans une espèce de cul-de-sac avec cette histoire-là, et d'un côté, on a une espèce de position des autorités qui est tellement ridicule que là, c'est vrai que c'est pas croyable. Donc, d'habitude, j'ai tendance à favoriser l'explication des autorités, mais dans le cas de Virginia, c'était tellement absurde ce qui a été dit par les autorités que visiblement, on cachait quelque chose. Est-ce qu'on cachait des extraterrestres ou une soucoupe volante? Je suis pas prêt à dire ça, mais c'est vrai qu'il y a comme quelque chose d'étrange qui s'est passé, donc en janvier 96, à Virginia, qui est quand même une assez grosse ville. On parle d'une ville d'à peu près 120 000, 130 000 habitants, donc c'est une ville industrielle assez importante. Et aujourd'hui, les gens qui vont visiter la ville de Virginia, parce que bon, il y a une espèce de tourisme ufologique ovni qui s'est développé au fil des ans. C'est une histoire très importante dans cette histoire de Virginia. C'est une espèce de classique. Il y a des ouvrages entiers qui lui ont été consacrés. Et aujourd'hui, si tu vas à la ville de Virginia, ben c'est un peu le... Je crois que c'est tout à fait fondé d'avoir rebaptisé cette ville le Roswell sud-américain, parce que c'est vrai que quand on arrive à Virginia, il y a un moins bien sûr qu'à Roswell au Nouveau-Mexique, là où il y a une histoire de soucoupe volante qui se serait écrasée en 1947, et depuis, là, on vit au rythme des extraterrestres là-bas. À Virginia, c'est un peu la même chose. Il y a une espèce de merchandising qui s'est développé autour de ça. Et principalement, les gens qui nous écoutent ce soir, si vous êtes devant votre ordinateur, tapez Château d'eau, Virginia, et vous allez voir le château d'eau. Quand on entre dans la ville de Virginia, le château d'eau, c'est une soucoupe volante géante. Oui. Hein, c'est quand même très impressionnant qu'on ait fait un truc comme ça. Donc, on voit à quel point cette histoire-là a marqué l'imaginaire là-bas. Et donc, on a discuté de ça avec Jocelyn Keller dans l'espèce d'effet Méride. Et donc, pour janvier, en fonction de ce janvier 1996, ben, je trouvais qu'aujourd'hui, donc 24 ans plus tard, c'était amusant de revenir un peu sur cette histoire-là de Virginia, pour laquelle on n'a pas vraiment un fin mot de l'histoire et qui reste un peu dans l'imaginaire. Ah, moi, c'est le genre d'histoire que j'adore. Surtout quand il n'y a pas de coït interrompu à la fin. Ouais, ben là, c'est ça, il n'y a pas de coït interrompu. On ne sait pas trop, lui-même, Jocelyn, est pas sûr non plus de la conclusion à tirer de cette histoire-là. Ouais. Mais bon, si tu me demandes est-ce qu'il y a un fin mot de l'histoire, il n'y en a pas. Bon, ça s'arrête là, il n'y a pas de fin mot de l'histoire. Donc, c'est la porte ouverte à tout ce que l'on veut croire. Et puis, bon, bien sûr, je vais te parler de ce projet Blue Book aussi qui marquait le 50e, dont janvier 2020 marque le 50e anniversaire de la fermeture. Et c'est un sujet, ce projet Blue Book, il est excessivement important. En fait, il est la pierre angulaire de toute une espèce de dynamique autour des ovnis, mais pas seulement autour des ovnis, hein. Il nous ramène dans cette époque, là, des années 50, 60, et à une époque où la guerre froide était très importante. C'était avant que l'on commence à associer ouvertement ovnis et extraterrestres. Et il y avait également des préoccupations militaires derrière cette question des ovnis, du projet Blue Book. C'est quelque chose de très, très important. Et je pense qu'on doit prendre un bon 10-15 minutes pour bien asseoir le sujet et non pas essayer de le faire en 2 ou 3 minutes. Mais ça, on fera ça un petit peu plus tard dans le cadre de l'émission. Passons maintenant à l'actualité et aux éphémérides de la semaine. Tu veux nous parler du FAST qui est à la recherche des extraterrestres. Ben, en fait, c'est durant la période des fêtes, il y a eu plusieurs nouvelles, puis comme Radio X-Files n'était pas en ondes, j'ai pas pu t'en parler, mais des informations, des nouvelles, autant dans le domaine étrange, mystérieux, que dans le domaine de l'astrophysique, l'astronomie. Il y a toutes sortes de nouvelles qui ont passé, et plusieurs d'entre elles étaient très intéressantes. Donc, j'en ai récupéré 2 ou 3 ce soir pour pouvoir t'en parler, parce que c'est quand même intéressant. Donc, d'abord, il y a cette histoire du radiotélescope, le FAST. D'abord, je dois te dire que c'est amusant que j'ai choisi cette nouvelle-là. Et en début de semaine, donc c'était lundi, la NASA a annoncé qu'elle avait découvert une énième exoplanète qui ressemblait à la Terre. Bon, je te le dis tout de suite, c'est pas la première fois qu'on en parle à l'émission. Donc, des exoplanètes, ce sont des planètes qui gravitent autour de d'autres soleils que le nôtre. Et là, donc, la NASA, lundi, annonce, nous avons trouvé une exoplanète qui ressemble à la Terre, qui est dans une zone de vie. Bon, là encore, je précise, on en est au moment où on se parle, Yannick, il y a à peu près, on n'est pas loin d'à peu près 4000 exoplanètes qui ont été observées.
Donc, et de ce nombre, de ces 4000 exoplanètes, donc planètes qui gravitent autour d'autres soleils, il y en a une cinquantaine à peu près qui se trouvent dans ce qu'on appelle la zone de vie. Évidemment, quand je parle de zone de vie, on se comprend bien, c'est en fonction de la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Donc, une vie basée sur le principe du carbone. Et pour que cette vie carbonique puisse exister, il lui faut un solvant. Et ce solvant, c'est l'eau. Donc, si on suppose que la vie dans l'univers est basée sur les mêmes structures, pas forcément sur les mêmes formes, hein, la morphologie des organismes, elle peut être très variée, mais dans l'infiniment petit, si la vie est basée sur le carbone tel qu'on la connaît sur la Terre, il faut que la planète, soit une des règles de base, le carbone, il est partout. Donc, c'est sûr que n'importe quelle planète, à peu près, aura du carbone. Mais il lui faut un autre élément, c'est de l'eau à l'état liquide. C'est pour ça qu'on parle d'une zone de vie. Si la planète est trop proche de son soleil, l'eau va s'évaporer sous forme de vapeur. Et si elle est trop éloignée de son soleil, l'eau va se transformer en glace, ce qui va empêcher ces échanges chimiques entre le carbone et l'eau. Donc, c'est ce qu'on appelle la zone de vie. Là, donc, lundi, la NASA annonce qu'elle a trouvé une planète, en fait, qui se trouve, en fait, à 100 années-lumière de la Terre, donc c'est pas demain matin, la veille, qu'on va s'y rendre. Elle est dans le système TRAPPIST 1. C'est une étoile qui s'appelle la TOI 700D. Donc, c'est un nom très exotique. Comme tu le vois, c'est charmeur. Hein? Comment tu t'appelles? Le TOI 700D. Donc, cette planète-là, donc, elle se trouve dans la zone de vie, donc, elle doit probablement avoir de l'eau à l'état liquide. C'est une planète tellurique, donc une planète de roche, comme la Terre. Là où c'est différent, parce qu'on en a déjà une cinquantaine de ces planètes-là qui ont été trouvées dans des zones de vie qui serait possible qu'il y ait de l'eau à l'état liquide. Dans le cas de cette étoile, de cette planète située à 100 années-lumière de la Terre, c'est que la planète ressemble étrangement, autant par sa position, mais aussi par sa masse et sa grosseur, elle ressemble beaucoup à la Terre. C'est presque une sœur jumelle de la Terre. À une différence près, elle est sur ce qu'on appelle une orbite synchrone, c'est-à-dire qu'elle fait un tour sur elle-même en faisant un tour autour de son étoile. Et dans ce cas-là, elle prend 37 jours pour faire le tour de son étoile. Nous, ça nous en prend 365. Et quand on dit orbite synchrone, ça veut dire qu'elle fait un tour sur elle-même. Pour rendre simple, c'est exactement comme la Lune, c'est-à-dire qu'elle présente toujours la même face à son soleil. Ce qui veut donc dire qu'un des côtés de la planète est excessivement chaud, donc le côté exposé au soleil, et son côté, entre guillemets, caché, il est excessivement froid. Mais on suppose que dans la zone entre le jour éternel et la nuit éternelle, il y a une espèce de zone où la vie pourrait s'être développée. Donc, ce qui rend cette planète particulièrement intéressante. Donc, ça, c'était l'annonce faite lundi. Et cette annonce vient un peu s'ajouter à cette nouvelle du FAST. Hein. Le FAST, qu'est-ce que c'est? C'est un radiotélescope géant qui est construit dans la province de Guizhou. Ça se trouve dans le sud-ouest de la Chine. Il a été construit là entre 2011 et 2016. Depuis 2016, on en a parlé à quelques reprises parce qu'il était en rodage. Mais malgré qu'il soit en rodage, il a quand même été utilisé à toutes sortes de projets. Il a permis de détecter, par exemple, des explosions lumineuses dans excessivement courtes qu'on a observées dans l'univers, qu'on appelle des éclairs, des fast burning. Là. On ne sait pas trop ce que c'est un peu mystérieux, mais bon. Mais voilà qu'à partir du mois de décembre dernier, donc à la fin du mois de décembre dernier, il y a 2 ou 3 semaines, le bureau de la recherche spatiale, la NASA chinoise, je peux dire, l'agence spatiale chinoise, a annoncé que le FAST, cet immense radiotélescope qui fait 500 mètres de diamètre, hein, imagine-toi une grosse antenne de 500 mètres de diamètre, donc ce grand radiotélescope avait fini sa période de rodage, et donc depuis la fin du mois de décembre, donc il y a quelques jours à peine, il est passé de sa période de rodage à sa période, disons, d'utilisation officielle, et l'agence spatiale chinoise a annoncé que le radiotélescope serait utilisé à plusieurs programmes, mais l'un de ces programmes, c'est la recherche principalement de signaux radio dans l'espace qui pourraient être de nature extraterrestre, et ça s'inscrit dans le cadre d'un projet plus vaste qui s'appelle le Breakthrough Listen. C'est un programme qui a été lancé en 2015 qui doit se maintenir jusqu'en 2025. Il est financé au montant de 10 millions de dollars par année par un milliardaire qui s'appelle Yuri Milner. Le porte-parole de ce programme Breakthrough Listen, c'était l'astrophysicien Stephen Hawking qui est décédé il y a peu de temps.
Et donc, ce programme vise essentiellement l'étude de signaux radio qui pourraient être de nature extraterrestre. Donc là, on sait maintenant que officiellement, ce grand radiotélescope chinois sera utilisé au cours des prochains mois. Il va venir se joindre à toute cette batterie, parce que c'est pas le seul. Il y a partout à travers le monde des radiotélescopes qui sont utilisés dans cet objectif-là d'écouter l'espace dans l'espoir de trouver des signaux radio d'origine extraterrestre. Là, maintenant, ce grand radiotélescope chinois va s'ajouter à cette batterie. Et la fameuse planète dont je te parle, dont la NASA a annoncé l'existence à la découverte lundi, ben évidemment, j'imagine que ça fera partie de toute une série d'endroits dans l'espace qui semblent plus prometteurs que d'autres. Parce que bon, si bien sûr on a des planètes où on se dit il y a peut-être eu de la vie, ben c'est peut-être les planètes qu'on va commencer par écouter avant de passer ailleurs. T'sais. Donc probablement qu'elle va se retrouver sur la liste qui sera éventuellement entre guillemets, scannés par les antennes de ces grands radiotélescopes qui cherchent à détecter des formes, des ondes radio qui pourraient être de nature artificielle, donc, par conséquent, extraterrestres. Mettons qu'on veut prévoir un déménagement là au mois de juillet. Ça peut prendre combien d'années avant d'y arriver? Ben écoute, pour te donner sans ton crayon, là, 100 000 années-lumière, là, je te dis que la lumière voyage à la vitesse de 300 000 kilomètres à la seconde. Ouais. Donc là, tu as 300 000 km/s multiplié par 60 pour avoir ta minute, multiplié par 60 pour l'heure, 24 pour ta journée, bon, etc., etc. Je pense que plus près, quand je t'ai mentionné tantôt, on a à peu près, grosso modo, 50 planètes qui sont dans ce qu'on appelle des zones de vie. La planète dont je t'ai parlé, là, la TOI 700D, c'est parce que elle ressemble étrangement à la Terre, autant par sa masse que par sa grosseur. Mais on a quand même quelque chose de plus près de nous, sur Proxima du Centaure, qui est seulement à 4 années-lumière de la Terre. C'est quand même pas trop loin, là. 4,5 années-lumière de la Terre. Proxima du Centaure, on a découvert il y a quelques années une planète qui gravitait autour de l'étoile, qui est dans la bonne zone de vie. Donc, qui pourrait avoir de l'eau à l'état liquide. Mais cette planète, elle est quand même un peu plus grosse que la Terre et même un peu plus grosse que celle qui a été découverte, qui a été annoncée lundi par la NASA. Mais malgré tout, on parle quand même d'une planète d'une taille respectable, sans être exagérée, qui a à peu près 30 fois, qui a un volume à peu près 30% plus grand que celui de la Terre, mais qui reste quand même très raisonnable et qui surtout, bien sûr, dans cette zone de vie pour avoir de l'eau à l'état liquide. Et ça, c'est tout près quand même à 4,5 années-lumière de la Terre. On parle maintenant de l'hôtel de l'Arche d'Alliance. Écoute. Ça, c'est une nouvelle intéressante. En tout cas, moi, je trouve ça super intéressant. Quand on a des trucs, parce que ça me ramène un peu en arrière. Tu sais, il y a quelques années, je m'étais lancé un peu dans cette chasse à essayer de retrouver des grandes reliques qui avaient marqué l'histoire de l'humanité, en particulier là, dans la culture, la religion chrétienne et dans la religion là, juive ou hébraïque. Et parmi ces grands événements, ces grandes reliques, bien sûr, il y a l'arche de Noé qui se trouverait sur le mont Ararat en Turquie. J'y suis allé et je dis souvent en blague, je me suis gelé les pieds, j'ai pas trouvé l'arche, mais ça a été une expérience d'une vie quand même, elle est là. Et l'un des grands objets qui fait fantasmer, et tu vas le comprendre, et j'imagine qu'il y a plein de nos auditeurs aussi qui ont en mémoire les images du film de 1981 de Steven Spielberg et George Lucas, là, Les Aventuriers de l'Arche perdue. J'imagine que tu as probablement vu le film. Bien sûr. Donc, Indiana Jones, c'est le premier film de la saga d'Indiana Jones où il essaie de retrouver, en fait, il va retrouver d'ailleurs, ce fameux coffret doré dans lequel, selon la tradition hébraïque, Moïse aurait placé les tables de la loi, donc les 10 commandements qui avaient été gravés par Dieu sur l'Horeb et qui vont être déposés dans l'arche. Et quand on lit l'Ancien Testament, la Torah, cette arche-là, elle est extraordinaire. C'est un objet qui est couvert d'or en dedans, en dehors. Elle est hérissée d'étincelles. Il faut rappeler, il y a des passages là, qui sont dantesques. C'est parce que les Hébreux marchent autour de la ville de Jéricho avec l'arche qui fait que les murs de la ville de Jéricho vont s'effondrer. C'est un objet qui est tout à fait fabuleux. Et rappelle-toi, dans Indiana Jones, c'était pas exagéré, dans Indiana Jones, à un moment donné, où tout début, lorsque les agents des services de renseignement américains contactent Indiana Jones et lui proposent de se lancer à la quête de l'arche, à un moment donné, je crois que c'est le professeur de l'université où enseigne Indiana Jones qui prend un moment d'une pause et là, il dit Indiana Jones et en même temps aux agents du gouvernement, il dit « Une armée qui serait précédée de l'arche serait invincible. »
Et il prend ça, bien sûr, il fait une transposition de ce qu'on retrouve dans la Torah. Hein. Les Hébreux étaient à peu près invincibles parce qu'ils avaient l'arche. Et donc, c'est un objet qui est fabuleux. Mais est-ce qu'il a existé? Et ça fait fantasmer l'histoire de l'arche. Moi-même, j'ai essayé de la retrouver. J'ai essayé de suivre la trace de l'arche. J'ai commencé à Jérusalem parce que, la dernière place où l'arche est mentionnée dans la Torah, dans la Bible, c'est justement dans le temple de Salomon, à Jérusalem. On nous dit, l'arche, elle est déposée dans le temple de Salomon et ensuite, elle passe, elle tombe sous le radar. On n'en parle plus. Un peu plus loin dans les écrits, encore une fois, dans la Torah, on nous dit que les Babyloniens vont s'emparer de la ville. On nous dit qu'ils vont pénétrer dans le temple de Salomon. Ils s'emparent de la vaisselle et de quelques objets, mais il n'est pas mentionné que l'arche a été saisie par les Babyloniens. Donc, on suppose qu'elle a été cachée soit en dessous ou transportée ailleurs. Et là, évidemment, c'est la porte ouverte au fantasme. Si elle a existé, où est-elle? Est-elle dissimulée quelque part sous le mont du Temple, cette espèce de montagne qu'on retrouve au centre de Jérusalem et qui aujourd'hui est dominée par une mosquée avec un grand dôme doré? Est-ce qu'elle est cachée en dessous de ça? Est-ce qu'elle a été amenée ailleurs? Certains prétendent qu'elle serait dans une petite église en Éthiopie, à Aksum. D'autres parlent qu'elle serait cachée quelque part dans une caverne près du mont Horeb qui se trouve dans la chaîne du Sinaï en Égypte. On ne sait pas où qu'elle est, mais ça fait fantasmer. Donc, j'ai essayé de la trouver, je ne l'ai pas trouvée, mais là, voilà qu'on apprend cette semaine par une équipe d'archéologues de Tel Aviv, parce que, évidemment, on se pose la question, est-ce qu'elle a existé dans un premier temps? Et voilà que, une équipe d'archéologues de Tel Aviv ont annoncé qu'ils avaient découvert, tout près de Jérusalem, à peu près une dizaine de kilomètres au nord de Jérusalem, il y a une ville qui s'appelle Beth-Samesh, qui est mentionnée à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament et qui est mentionnée en relation avec l'arche. On nous dit que les Hébreux, les Israélites seraient rendus là, ils avaient l'arche avec eux. En fait, à un moment donné, ils l'ont perdue, elle est tombée entre les mains des Philistins. Pendant quelques mois, ils l'ont récupérée, ils l'avaient amenée à Beth-Samesh. Et là, on sait qu'on a un site archéologique à Beth-Samesh qui est connu depuis les années 80-90. On a fait de nombreux travaux, on a mis à jour pratiquement une ville, la ville antique. Et au cours des derniers mois, les archéologues de Tel Aviv ont annoncé qu'ils avaient mis à jour tout un ensemble de ruines, un complexe qui est composé de plusieurs bâtiments où on a encore les murs et les fondations. Et dans l'un de ces bâtiments-là, il y a une espèce carrée, une pièce carrée dont chaque mur fait à peu près 8 mètres de long. C'est vraiment une pièce carrée, donc chaque mur a à peu près 8 mètres. Et au centre de cette pièce, il y a une grosse pierre plate qui repose sur 4 pieds. Or, dans les évangiles, dans le livre de Samuel, il est raconté que l'arche, lorsqu'elle est arrivée à Beth-Samesh, ils l'ont placée comme sur une espèce de table, et sur cette table, l'arche trônait là, et autour, et bien sûr, on a fait des rituels, des sacrifices pour Dieu, pour Yahvé. Or, on a justement trouvé autour de cette grande pierre plate à Beth-Samesh, non seulement on a mis à jour la pièce, on a mis à jour la table, mais autour de la table, on a trouvé également des ossements d'animaux, on a trouvé également des bouts de poterie qui laissent croire que cette pièce-là, en particulier, était utilisée pour des rites, pour des sacrifices, et la table, cette grande table qui trône au centre de la pièce ressemble justement à un autel qui correspond un peu à la description que Samuel se donnait de la table sur laquelle reposait l'arche. Alors, tu comprends qu'on fait facilement ce lien et à nouveau, on est parti dans le fantasme. On s'est dit, est-ce que l'archéologie est en train de donner de l'eau au moulin à ceux qui croient à la légende, au mythe de l'arche d'alliance de Moïse? Écoute, c'est fabuleux. C'est le rêve et encore une fois, on est parti dans les méandres de l'histoire. Tellement intéressant, tellement intéressant. Découverte d'une tombe des Amazones. Est-ce que les Amazones ont déjà existé? Ah, ça, c'est amusant aussi parce que, ce mythe des Amazones, si on pense aux Amazones, bien sûr, là, on a toutes sortes de grandes épopées grecques en tête. Oui. Et plus moderne, on voit déjà Wonder Woman qui débarque avec sa cape, et son petit costume sexy quand même. Quand on se souvient des Amazones, on se souvient de ça. Oui, on se souvient de ça. Et tu sais que selon la tradition grecque, les Amazones se brûlaient le sein droit pour pas qu'il pousse.
Ah. Donc, elle n'avait qu'un seul sein, le sein gauche. Et pourquoi on brûlait le sein droit? Parce que toujours, selon ces grands mythes et ces grandes épopées grecques, c'est parce que il fallait pas que le sein soit dans la trajectoire de la... Tu sais, si tu as une flèche et une arc, là, et tu bandes la corde, bien évidemment, il faut pas que le sein soit dans la trajectoire de la corde. Donc, ça rendait plus facile le tir à l'arc. Donc, c'est pour ça que selon la tradition, donc les Amazones se brûlaient enfants. On brûlait le sein droit des fillettes pour l'empêcher de grandir, de pousser. Mais bon, tout ça, c'est bien sûr, on est dans le mythe grec et tout ça. Mais là, voilà qu'on a découvert, ce sont des scientifiques de l'Académie de Russie, l'Académie des sciences de Russie, qui ont découvert dans le sud de la Russie, tout près d'un petit village qui s'appelle Davista, ils ont découvert des tombes qui sont vieilles de 2500 ans. Et dans ces tombes, bon, ils ont trouvé plusieurs tombes, mais une tombe en particulier, une seule et unique sépulture à l'intérieur de laquelle il y avait 4 femmes, des squelettes de 4 femmes, des squelettes qui ont été inhumés séparément. Donc, elles n'ont pas été inhumées toutes en même temps. Ce sont donc 4 femmes qui ont été mises dans cette tombe. Et les 4 femmes étaient âgées, là, j'ai la liste devant moi. Donc, la première, selon les analyses au carbone 14, était âgée entre 20 et 29 ans. La deuxième, entre 25 et 35 ans. La troisième, ça c'est plus étonnant, entre 12 et 13 ans. Donc, ici, on parle d'une adolescente. Et ensuite, une autre femme, et là aussi, c'est assez surprenant, entre 40 et 45 ans. Il faut savoir qu'il y a 2500 ans, l'espérance de vie des femmes était de 35 ans. Donc, cette femme de 40 à 45 ans était une femme très âgée, hein, selon les normes de sa société. Et ces 4 femmes, donc cette tombe qui contient les ossements de ces 4 femmes, elles sont parées de toutes sortes d'habits. Hein. Elles ont une d'entre elles, la plus vieille d'ailleurs, avait une espèce de coiffe, une espèce de décorum. Mais autour des corps, on a trouvé toutes sortes d'objets qui montrent que ces femmes-là étaient des guerrières. Donc, on a aux côtés d'elles, elles ont des épées, des couteaux, des pointes de flèches, des arcs, toutes sortes d'objets qui montrent bel et bien qu'elles faisaient partie d'une caste très particulière de femmes guerrières. Ouais. Et les scientifiques, les chercheurs russes croient qu'elles appartenaient à un groupe de femmes, en fait à une société, un peuple nomade qu'on appelle les Scythes. Et les Scythes étaient ce groupe-là, on le sait, selon des traditions, les hommes et les femmes étaient à peu près sur un pied d'égalité lorsque venait le temps des combats. Donc on avait des communautés de femmes guerrières qui accompagnaient les hommes guerriers sur les champs de bataille. Donc, on croit que dans le passé, que ce soit il y a 2000 ans, que ce soit en Russie ou ailleurs, hein, donc partout, par exemple, dans l'Europe, on croit que contrairement à une espèce d'imagerie assez moderne que l'on a, que les femmes devaient participer beaucoup plus souvent qu'on pouvait l'imaginer à des combats. Donc, elles devaient participer aux batailles et certaines d'entre elles devaient être de redoutables guerrières. Et dans le cas présent, la sépulture était à la hauteur, visiblement, de la réputation guerrière que ces femmes-là devaient avoir dans leur propre communauté. Parce que à côté des ossements humains, comme tu as mentionné, ils ont trouvé plein d'artefacts, mais ils ont aussi trouvé des fragments d'harnais de chevaux avec des couteaux en fer. Oui, absolument. Donc, il montre bien qu'il y a toute une espèce de décorum qui est mis en place à la fois pour illustrer l'importance de ces personnes-là dans leur communauté, mais en même temps pour établir le lien qu'elles avaient avec justement cet état guerrier et tout ce qui les reliait bien sûr au monde de la guerre. Je regarde, écoute, il y a des photos qui ont été prises, là, c'est extrêmement impressionnant. Peut-être que je pourrais partager ça sur notre page. La parure, entre autres. Hein? Je ne sais pas si tu as vu la coiffe. Pour les gens qui nous écoutent, là, on n'est pas dans le même studio. Ouais. Je ne sais pas si tu as devant toi, mais la parure, notamment de la dame la plus âgée, elle est tout à fait magnifique quand on voit à quoi ça devait ressembler. C'est une espèce de grand chapeau là, orné de dorures. Ça devait être très impressionnant. C'était ça d'imaginer là, dans cette communauté vieille de 2500 ans, quand ces femmes-là devaient parader avec tout ce décorum, ça devait être très impressionnant. Vous voulez que j'enquête sur des soucoupes volantes? Science ou fiction? En pleine guerre froide, un programme militaire top secret étudie des phénomènes extraterrestres. La probabilité qu'on soit seul dans l'univers est nulle. Une enquête haletante, basée sur des faits réels. J'espérais découvrir la vérité. Produite par Robert Zemeckis. Projet Blue Book. La fameuse bande-annonce version française du projet Blue Book.
Voilà, et on nous dit, basé sur un véritable projet d'investigation mené par l'armée américaine, et c'est bien sûr ce fameux projet Blue Book. Et comme aujourd'hui, on marque le 50e, on est en janvier 2020, et c'est en janvier 1970 que le projet Blue Book a vraiment fermé ses livres, même s'il avait annoncé à la mi-décembre 1969 que l'armée américaine se retirait de leur investigation, mettait un terme à leur enquête sur les ovnis. Il faut attendre la fin du mois de janvier 1970 pour que vraiment les livres soient fermés et que toutes les investigations qui avaient cours à ce moment-là soient conclues et terminées. Donc, aujourd'hui, 50 ans plus tard, on continue de parler de ce fameux projet Blue Book. Tu as fait entendre la bande-annonce de cette série qui a été produite par le réseau History Channel aux États-Unis il y a 1 an et demi à peu près, et où on présente un personnage qui est un personnage bien réel, qui est le docteur Joseph Allen Hynek. C'est lui dans la bande-annonce qu'on entend qui dit « Vous allez me demander d'enquêter sur des soucoupes volantes ». Ce Hynek est un véritable personnage, quoique dans la série, on le présente très différemment de ce qu'il était en réalité, et on en fait une espèce de héros dans la série. La réalité était que Hynek était beaucoup plus... certains l'ont même décrit un peu comme le yes man de l'armée. Hein. L'armée disait « fais ceci », puis c'était « oui, je vais le faire ». Alors que dans la série, on le voit s'opposer continuellement à la version ou à la vision que l'armée américaine a sur la question des ovnis. Donc, qu'est-ce que c'est ce projet Blue Book? Hein? C'est beau qu'on en fait des fictions, mais il y a une réalité derrière ça, et cette réalité, elle dépasse largement le cadre de la question des ovnis. Et ça, c'est très malheureux de voir dans le discours ufologique, par exemple, beaucoup de gens nous parlent du projet Blue Book, mais on le met en dehors, en fait, on le cite en dehors de son contexte culturel, de son contexte politique et de son contexte militaire. Le projet Blue Book, c'est un projet très important et qui traduit toutes sortes de tendances politiques, militaires et autres, et on ne peut pas en parler en l'excluant de ce contexte-là. Donc, comment ça commence tout ça? Ben écoute, Yannick, on est en 1947, on est au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et là, il y a des gens qui se mettent à rapporter des apparitions d'objets célestes un peu mystérieux. Ça reste très marginal. Ces rapports-là sont acheminés aux autorités. À ce moment-là, bon, que ce soit le FBI qui reçoit ces documents-là, la CIA n'existe pas encore. Hein. La CIA sera fondée en 1947, donc on a une espèce de zone frontière. Là. On est à la tout début de la création d'un service de renseignement qui va éventuellement être la CIA. Donc, on est dans ce contexte-là et comme on est au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, il y a ce bras de fer qui se dessine entre les Soviétiques et les Américains, hein, qui a déjà commencé au moment où il y a eu la chute du Reich en 1945. Déjà, on sentait que d'un côté, il y avait les Américains et les Britanniques qui faisaient cavalier de leur côté et les Soviétiques qui faisaient cavalier seul de leur côté à eux, et peu à peu, le fossé s'est creusé entre les supernations. Et là, voilà, donc en 1947, il y a ces récits qui sont rapportés de gens qui disent on observe des trucs un peu bizarres dans le ciel, et bien sûr, les autorités sont informées de ces apparitions-là. Elles sont considérées comme marginales, sans intérêt, jusqu'à l'été de 1947. Et à l'été de 1947, il y a une observation en particulier qui va retenir l'attention des autorités. Donc, il y a ces gens qui disent, bon, je vois des trucs bizarres, mais voilà que le 24 juin 1947, il y a une histoire dont on va parler beaucoup plus que les autres. Dans un premier temps, il y a le témoin principal, un type qui s'appelle Kenneth Arnold. C'est un homme d'affaires et le 24 juin 1947, il fait une envolée au-dessus de l'État de Washington. Il part de Yakima, il se rend chez Alice, et alors que son avion se trouve au-dessus du mont Rainier, il va observer quelque chose d'assez étrange. J'ai fouillé dans mes banques et j'ai retrouvé une entrevue que Kenneth Arnold avait donnée en 1947 à la radio, où il raconte un peu ce qu'il a vu. Alors écoute, on va faire entendre aux gens Kenneth Arnold ce qu'il disait avoir observé ce 24 juin 1947 au-dessus du mont Rainier dans l'État de Washington. Well, at about 2:15, I took off from Chehalis, Washington, en route to Yakima, and of course, every time that any of us fly over the country near Mount Rainier, we spend an hour or two in search of the Marine plane that's never been found that they believe is in the snow someplace southwest of that particular area. And as I come out, and I noticed to the left of me a chain which looked to me like the tail of a Chinese kite
kind of weaving and going at a terrific speed across the face of Mount Rainier. They seemed to flip and flash in the sun just like a mirror, and as I kept looking at them, I kept looking for their tails. They didn't have any tails. And the whole observation of these particular ships didn't last more than about 2.5 minutes. And I could see them only plainly when they seemed to tip their wing or whatever it was, and the sun flashed on them. They looked something like a pie plate that was cut in half with a sort of a convex triangle in the rear. Now, I thought, well, that maybe they're jet planes with... Témoignage intéressant. Ouais. Et là, tu vois ce que dit Arnold. Donc, il dit, je volais au-dessus des montagnes. Et comme le font à peu près tous les pilotes qui passent au-dessus de ce secteur-là, il y avait un appareil de l'armée américaine qui s'était écrasé quelques mois plus tôt, un C-46. Et on n'avait pas retrouvé les débris de l'avion. Donc, tous les pilotes avaient été invités, lorsqu'ils survolaient le Mont-Rainier, de porter une attention particulière. Parce que, évidemment, à cause des périodes parfois de redoux, peut-être que des débris de l'appareil auraient été visibles du ciel et auraient pu aiguiller les chercheurs au sol pour retrouver les débris. Donc, Arnold dit, je vole au-dessus de cette montagne et là, je prends un temps pour regarder, pour essayer de voir si je ne verrais pas des débris de cet avion militaire. Et là, voilà que je vois ces objets, 9 objets, et là, il les décrit. Il dit, au début, j'ai cru que c'était une espèce de lignée de cerfs-volants. C'était un peu étrange. Et là, à un moment donné, j'ai essayé de voir si je voyais la queue de ces avions. Il n'avait pas de queue. Et là, il décrit l'objet. Il dit, ça ressemblait un peu à un plateau, un plat, en fait, une assiette. Puis on avait découpé une espèce de triangle dans l'assiette. Et quand cet objet-là bougeait, les objets bougeaient, je pouvais voir le reflet de la lumière du soleil sur cet objet-là, sur les objets qui volaient. Et au dire d'Arnold, ces objets volaient très, très vite. C'est la description qui accroche ici. Arnold décrit un engin qui ressemble, grosso modo, à une espèce d'aile volante avec un milieu recoupé. Là, il semble pas y avoir de queue sur l'avion. Et contrairement à tous les autres récits, celui-là est relativement bien détaillé. Arnold, évidemment, décide, il va estimer la vitesse des objets. On sait aujourd'hui qu'il a surestimé le déplacement de ces objets, il a surestimé la dimension, surestimé l'endroit où il se trouvait, mais peu importe. La description que Kenneth Arnold fait de ça, et il la répète à la radio, il la répète dans les journaux, cette histoire-là va remonter jusqu'en haut lieu. Et il faut savoir qu'au sortir de la Deuxième Guerre, là, oublions une seconde les ovnis, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, Yannick, il y a eu une opération militaire américaine qui s'est appelée Opération Paperclip. Et l'opération Paperclip consistait à récupérer le savoir allemand. Donc, après la chute du Troisième Reich, les Soviétiques et les Alliés, donc les Britanniques et les Américains, se sont partagés les savants allemands. Et parmi eux, bien sûr, il y en avait qui travaillaient au développement d'armes militaires aériennes, donc des projets aériens de la Luftwaffe. Et l'un d'entre eux, par exemple, va travailler aux États-Unis, il va devenir le père du programme spatial américain. Warner von Braun, c'est le créateur des fusées V2 utilisées par les Allemands pour bombarder la Grande-Bretagne. Mais au lendemain de la guerre, il a été récupéré dans l'opération Paperclip et il est devenu le créateur de la fusée Saturne V qui a amené les hommes sur la Lune. Donc, tu vois un peu, on récupère ce savoir-là. Et à l'époque où le Troisième Reich va s'écrouler, les Allemands étaient à mettre au point un avion extraordinaire qui s'appelait le Horten 229. Et le Horten 229 ressemblait étrangement à une aile volante avec un arrière triangulaire. Et le Horten 229 n'a jamais réellement volé. Il y a eu quelques appareils qui ont été faits, qui ont été testés, mais crois-le ou non, par une erreur de calcul, lorsque l'armée allemande a fait fabriquer les moteurs en série, sous l'ordre de Göring, lorsque les moteurs sont arrivés à l'usine, ils étaient trop gros pour rentrer dans l'habitacle du moteur du fuselage. Donc, le moteur rentrait pas dans l'avion. Donc là, et à cause de ça, probablement que les Allemands auraient pu avoir une flotte complète de Horten 229, mais à cause de ce détail-là, il aurait fallu revoir la cage dans laquelle le moteur prenait place dans l'avion. Et là, évidemment, la guerre était terminée. Donc, le Horten, en dehors de quelques appareils qui ont été fabriqués pour faire des manœuvres d'aéronautique, il n'y a pas eu de mise en chantier de manière soutenue de l'appareil. Bon, certains ont dit que si l'avion avait été commercialisé, probablement que ça aurait pu changer l'issue de la guerre. Personnellement, je le crois
crois pas. L'appareil demeurait quand même un simple avion à réaction comme les Britanniques et les Russes, les Soviétiques en avaient aussi, mais bon, néanmoins, revenons à notre été de 1947, cette fameuse description de Kenneth Arnold qui dit « J'ai vu des objets qui volaient, qui ressemblaient à des triangles avec un arrière, une espèce d'empennage à l'arrière triangulaire. C'est très mystérieux. » Et en haut lieu, on se dit « Tiens, c'est curieux parce que les appareils que semble décrire Kenneth Arnold ressemblent à l'Otterten 229 qui avait été conçu par l'armée allemande. » Et là, on se demande... Est-ce que les Russes auraient pas récupéré des savants de la Luftwaffe allemande et ils auraient décidé de reprendre le programme Orton 229? Tu comprends? Et les engins que Kenneth Arnold, il les voit, ils sont sur la côte ouest américaine. La côte ouest, c'est quand même pas tellement loin du détroit de Bering. Et de l'autre côté, qu'y a-t-il? Les Russes. Et là, c'est tout ce contexte-là de cette guerre froide. On se dit, coudon, les Russes auraient-ils récupéré des savants allemands? Travailleraient-ils sur des projets secrets? Auraient-ils remis en chantier l'Otterten 229? Et les appareils qui volent au-dessus de nos têtes pourraient-ils être des engins de fabrication russes à partir, bien sûr, de plans élaborés par des savants allemands durant la Deuxième Guerre mondiale? Donc, on a tout ce contexte-là de préoccupation. Et c'est bien sûr, c'est de l'ordre naturel d'être préoccupé. On a des engins inconnus qui volent au-dessus de notre territoire. Donc, bien sûr, les Américains veulent savoir ce que c'est. Si ces appareils-là ne sont pas à nous, ils doivent bien appartenir à quelqu'un. Et il faut savoir aussi, Yannick, qu'en 1947, il n'y a pas d'association OVNI extraterrestre. Ça n'existe pas, ça. Les extraterrestres vont arriver dans la culture populaire beaucoup plus tardivement. Aux alentours de 1951-52, on va avoir un type qui va s'appeler le major Donald Kehoe, un retraité de la US Navy, qui va s'intéresser aux OVNI. Il va fonder une association de recherche sur les OVNI, qui va s'appeler le NICAP, le National Investigation Committee on Aerial Phenomenon. Et il va écrire des livres, et c'est surtout lui qui va cimenter cette idée-là que les soucoupes volantes, comme on les appelle à cette époque, les soucoupes volantes et les extraterrestres pourraient être liés. Mais avant Donald Kehoe, ça appartient à l'univers de la science-fiction. Ce n'est pas dans la culture populaire. D'ailleurs, en juillet 1947, la grande maison de sondage Gallup va passer un sondage aux États-Unis en disant aux gens, parce que bon, toute la presse américaine parle de ces mystérieuses soucoupes volantes. Et là, on dit aux gens, est-ce que vous avez entendu parler des soucoupes volantes? Première question. Et deuxième question, que pensez-vous que sont les soucoupes volantes? Et donc, évidemment, beaucoup d'Américains ont entendu parler des soucoupes volantes. La presse en parle abondamment. Mais quand on demande aux gens ce qu'ils sont, les gens répondent soit que ce sont des mensonges, soit que ce soit des erreurs d'interprétation, soit que ce soit des engins russes ou encore des engins américains, mais les gens qui répondent des extraterrestres, c'est zéro. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas à ce moment-là, les extraterrestres. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut revoir comment Blue Book se met en place. Donc, il n'y a pas d'extraterrestres. Il y a simplement des engins qui sont observés dans le ciel et par certains aspects, certains de ces engins-là rappellent curieusement des véhicules qui auraient été développés durant la Deuxième Guerre mondiale, notamment par la Luftwaffe allemande. Alors, les Américains se disent, il faut savoir ce que c'est. Et en décembre 1947, ils vont mettre sur pied un premier programme d'enquête sur ces fameuses apparitions d'OVNI qui va s'appeler le projet Sign. Le projet Sign va perdurer jusqu'en 1949. Il sera remplacé de 1949 à 1952 par un projet qui va s'appeler le projet Grudge. Et ensuite, le projet Grudge va changer de nom à son tour et va devenir notre fameux projet Blue Book qui va demeurer en place jusqu'en 1969. Ce qu'il faut savoir à propos de tout ça, bien sûr, lorsque le Blue Book va mettre la clé dans la porte, si je puis dire, donc en janvier 1970, ils auront étudié plus de 12 600 observations d'OVNI. De ces 12 600 observations d'OVNI, en fait, c'est 12 613 observations d'OVNI. Ils nous disent 701 sont demeurées non identifiées. Donc ici, c'est important de se rappeler que c'est pas vrai que l'armée nie l'existence des OVNI. On entend souvent ça dans la bouche des amateurs d'OVNI. Ah, l'armée américaine nie l'existence des OVNI. Pas du tout. Quand ils ont publié en 1970 les conclusions du projet Blue Book, ils ont bien mentionné, on a étudié 12
1600 quelques observations d'OVNI, 700 d'entre elles sont demeurées non identifiées. Donc, on reconnaît qu'il y a eu l'existence d'objets volants pour lesquels on avait suffisamment d'informations, on avait des descriptions détaillées et pour lesquelles on n'a pas trouvé d'explication. D'ailleurs, parlant du projet Blue Book, il faut savoir que toutes les archives du projet Blue Book à 100% sont maintenant disponibles sur le web, sur le site des archives américaines. Et durant la prochaine pause, je mettrai le lien Internet si les gens veulent aller consulter ça. C'est des milliers de pages de documents, mais c'est fascinant de se replonger dans ce contexte-là. Donc, l'armée américaine met en place ce projet Blue Book. Il faut savoir qu'il va y avoir comme 2 périodes au Blue Book. Et ça, c'est très, très important parce que ça nous ramène toujours dans cette idée de la guerre froide. Les Américains, dans les années 50 et 60, il faut bien se mettre ça dans la tête. Ils n'ont pas peur des extraterrestres, ils ont peur des Russes. Et ça va guider tout le long la philosophie du projet Blue Book. Donc, à la fin des années 40, début des années 50, je pense, honnêtement, qu'il y avait une volonté des Américains d'essayer de voir ce qu'étaient réellement les ovnis. En particulier, au tout début du projet Blue Book, il y avait un capitaine de l'armée américaine, un type qui s'appelait le capitaine Ruppelt, Edward Ruppelt, qui était visiblement un type qui voulait, il mettait les bouchées doubles pour vraiment mettre en place un programme d'enquête sur les ovnis impartial qui ferait la lumière sur ces manifestations. Mais ça, c'était au début des années 50. Et rapidement, la CIA va intervenir là-dedans parce que rapidement, on se rend compte que il y a peut-être pas grand-chose dans la question des ovnis. Il y a probablement pas d'extraterrestres, puis probablement que ces engins-là ne sont pas ce que les gens croient qu'ils sont. Bon, il y a rien de très exotique là-dedans, puis l'idée de tomber sur une machine extraterrestre, c'est peu vraisemblable. Mais ce que la CIA comprend, et elle le comprend à partir de l'été de 1952, il y a une série d'observations qui vont se produire à Washington, D.C., qui sont passées à l'histoire sous le nom de Carrousel de Washington. Et durant ce Carrousel de Washington, donc des lumières apparaissent au-dessus de la Maison-Blanche, au-dessus du Capitole, ça crée une espèce d'état d'inquiétude. Pas de panique, mais d'inquiétude. On est en guerre froide et les gens téléphonent au standard téléphonique. Hey, j'ai vu des trucs bizarres, j'appelle, j'ai vu des trucs bizarres. Et l'armée, évidemment, a depuis quelques mois, mais aussi de son côté de la publicité en disant, si vous voyez des objets étranges dans le ciel, appelez Blue Book, appelez notre programme d'enquête. Donc, tu comprends, les gens, quand ils se mettent à voir des lumières au-dessus de Washington, que font-ils? Ils appellent les standards téléphoniques en disant, on veut relayer notre observation aux autorités. Et là, on constate rapidement que les systèmes de téléphone deviennent engorgés. Janvier 1953, il y a une commission d'enquête, on l'a appelé la réunion du comité Patterson qui va se réunir à Washington. Et là, j'ai dit Patterson, c'est Robertson, pardon. Et ce comité, ce panel Robertson va se réunir et parmi eux, il y a des agents de la CIA qui se disent ce qui s'est passé l'été dernier, donc été 52, lorsque les standards téléphoniques ont été bloqués, tous les systèmes d'urgence ont été un peu paralysés à cause de ça. Donc, si je voulais faire un acte subversif, si je voulais envahir les États-Unis, c'est exactement ce que je ferais. Je m'assurerais de bloquer les systèmes de communication et quand les systèmes de communication seraient bloqués, évidemment, il ne me resterait plus qu'à envahir le pays. Alors, à la CIA, eux sont peu intéressés par la question des ovnis. Eux, la seule préoccupation, c'est de se dire, si les soucoupes volantes, comme on les appelle, sont des engins russes, en créant une espèce de panique sociale, on va bloquer les systèmes de communication et on va mettre la table pour que les Russes nous envahissent. C'est difficile aujourd'hui, on est en 2020, c'est difficile de s'imaginer ça, mais c'était vraiment une peur qui était viscérale à l'époque. Cette idée que les Russes envahissent les États-Unis et on tombe sous la houppette d'un système communiste, c'était viscéral. On faisait des exercices dans les écoles, on disait aux enfants, attention, les Russes vont peut-être nous attaquer. Il y avait même, on faisait sonner des alarmes, les enfants allaient se cacher sous leur bureau pour faire des essais comme ça, pour dire, en cas où les Russes nous attaqueraient. Là. Il y avait vraiment une préoccupation très particulière. Et à partir du milieu des années 50, les Américains vont développer toute une série d'avions espions. On va commencer par l'avion U-2. Ensuite, il va y avoir progressivement le SR-71 Blackbird et d'autres appareils qui vont suivre, qui sont des appareils d'espionnage qui vont être utilisés par les services de renseignement, principalement la CIA, pour faire de l'espionnage au-dessus de la Russie. Et là, on découvre, on constate que le projet Blue Book, il est extraordinaire à cause de ça. C'est-à-dire que les gens sortent dans la rue et ils voient dans le ciel un objet
lumineux qui volent très, très haut. Il faut savoir, par exemple, que l'avion U-2, originalement, avait un fuselage argenté sur lequel le soleil se reflétait. Donc, les gens sortent dans la rue, ils voient une lumière haut dans le ciel, qui va très, très vite. Alors, évidemment, la réaction, c'est de se dire, je vais appeler le journal pour le dire. Mais comme on a bien entré dans la tête des Américains en leur disant, non, 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 si vous voyez quelque chose dans le ciel qui vole, puis vous savez pas c'est quoi, appelez pas les journaux, appelez-nous, nous, l'armée. Donc, tu comprends, on contrôle l'information. Les gens, et on le sait aujourd'hui, près de 50% des observations dites non identifiées de l'armée américaine étaient en fait des U-2 ou des SR-71 Blackbird. Les gens sortaient dans la rue, voyaient ces engins-là durant des vols d'essai, et là, au lieu d'appeler des journaux, au lieu d'ameuter la population, ben on appelait l'armée, et là, l'armée à l'autre bout du fil disait « Pas de problème, monsieur, on prend votre appel très au sérieux, on va enquêter là-dessus, monsieur. » Et là, évidemment, on savait que la personne avait rapporté le vol d'un U-2 ou d'un SR-71 Blackbird, et comme ça, on avait on sauvait l'honneur de protéger le fameux projet des avions espions. Et je te dirais que dans les années 60, cette politique-là, c'est de peu à peu imposée. Je te dirais que durant toute la période des années 60, on voit pas dans Blue Book une volonté de comprendre réellement ce que sont les ovnis. Le seul objectif du projet Blue Book dans les années 60, c'est de protéger les programmes d'avions espions. Et en 1969, on décide finalement que ça n'a plus vraiment son utilité. Il faut savoir qu'en 1960, les Russes avaient déjà abattu un avion U-2 au-dessus de l'Union soviétique. Et quand arrive la fin des années 60, c'est la conquête de l'espace. On a des satellites. On n'a plus besoin, on a de moins en moins besoin, en fait, de ces avions espions. Donc, on n'a plus l'utilité d'essayer de dissimuler ces vols d'avions espions par une espèce d'écran de fumée en disant on va enquêter sur les ovnis et en parallèle, on protégeait les programmes d'avions espions. Donc, je te dirais, aujourd'hui, en 2020, donc 50 ans après, même si le projet Blue Book a été très important, il n'y a jamais réellement eu une démarche, à part peut-être quelques années, il n'y a jamais réellement eu une démarche propre pour essayer de comprendre quelle était la nature de ce phénomène-là. Est-ce qu'il était d'ordre naturel? Est-ce qu'il était d'ordre artificiel? Donc, soit des nations étrangères ou des extraterrestres? Ou est-ce qu'il était simplement psychologique? Est-ce que les gens voyaient des choses qui n'existaient pas et fantasmaient autour de ces engins-là? Quelle que soit la nature du phénomène ovni, entre guillemets, nation étrangère, extraterrestre ou simplement psychose collective, il n'y a pas eu à travers Blue Book une véritable volonté de comprendre ce phénomène-là. Le seul objectif de Blue Book était principalement dans les années 60 de protéger des programmes d'avions espions. Ça, c'est la réalité. Donc, il faut arrêter de fantasmer puis de s'imaginer toutes sortes de complots derrière ça. Non, non, non. On cachait pas des extraterrestres, on avait peur des Russes, puis on prenait tous les moyens pour se protéger de ça et d'assurer l'étanchéité des programmes secrets comme les programmes d'avions espions. Et dernier mot pour Blue Book, ce fameux professeur Hynek qu'on voit dans la série Blue Book, et c'est un véritable personnage. Il s'est joint au projet Blue Book. En fait, il a commencé sous l'égide du programme SIGN en 1947. C'est un astronome, un très, très grand astronome. S'il serait pas aujourd'hui connu pour son intérêt pour les ovnis ou son association avec les ovnis, il serait certainement connu pour toutes sortes il a, par exemple, le traquage de satellites dans l'espace. Il a développé toutes sortes de systèmes. Il avait d'ailleurs travaillé à quelques reprises pour l'armée américaine dans des projets secrets, un peu comme le radar et tout ça. Donc, c'est un grand astrophysicien. Donc, en 1947, on fait appel à lui comme consultant civil de manière sporadique sur des observations d'OVNI et il va devenir éventuellement, officiellement, le conseiller de l'armée américaine pour la question des OVNI. Et contrairement à ce que l'on voit dans le film, Hynek était plutôt un individu qui faisait profil bas. Et à la toute fin, il s'est quand même opposé à quelques reprises à l'armée dans certaines histoires où là, volontairement, il disait là, ça n'a pas de bon sens. À la fin, je te dirais, aux alentours de 1966-67, on sent là, que Hynek prend de plus en plus ses distances par rapport à l'armée américaine. Lorsque le projet Blue Book se termine en 1970, lui, Hynek va partir une association de recherche sur les ovnis qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle le Center for UFO Studies, qui se trouve à Evanston, dans l'Illinois. Là, on est en banlieue de Chicago. Et lui, Hynek va décéder dans les années 80 après avoir un peu gravité dans cet univers-là, presque
presque toute sa vie sur les ovnis. À la toute fin, il a commencé comme un sceptique pur et dur, et à la toute fin, je te dirais, il était persuadé de la réalité des ovnis, mais pas forcément des visites extraterrestres. Il disait, les ovnis existent certainement, il y a quelque chose là-dedans, c'est intéressant, mais de là à franchir le pas et dire ce sont des visites extraterrestres, il s'est toujours gardé une certaine réserve par rapport à ça, en disant quand même que le programme méritait une étude scientifique, ce que je suis tout à fait d'accord avec lui, et qui n'a jamais réellement été fait, en tout cas certainement pas à travers ce créneau du projet Blue Book. Michel, qui est un auditeur qui garde espoir, tout comme moi, un jour peut-être, qui sait, on aura véritablement la preuve, te pose cette question-là. Parmi tous les cas qui ont été soumis à l'Air Force, il y en a certains qui ont été inexpliqués, comme Christian l'a mentionné tout à l'heure. Est-ce que les cas inexpliqués, un jour, vont être expliqués ou on va laisser ça comme ça? Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas commettre l'erreur de croire qu'inexpliqué vient avec une étiquette ad vitam aeternam. Hein? Inexpliqué aujourd'hui ne veut pas dire que ce sera inexpliqué demain. Hein? C'est pour ça qu'il faut faire l'exercice minimalement. Tu sais, des gens nous disent « Oh ouais, c'est des vieilles, telle histoire ou telle histoire, c'est une vieille histoire. » Et justement, c'est parce que c'est une vieille histoire qui n'a pas été expliquée qu'il faut la ressortir. Il faut faire exactement comme les policiers qui sont aux prises avec une histoire de meurtre, par exemple, qui n'a pas été résolu. C'est pas parce que, par exemple, une adolescente a été assassinée en 1970 qu'on ne doit pas réouvrir le dossier. Avec les années, des langues vont se délier. Peut-être des nouvelles analyses ADN, par exemple, retrouvées sur des vêtements qu'on n'avait pas à l'époque, vont permettre de cibler un assassin. Et on l'a vu, hein, on regarde l'histoire criminelle, des crimes qui étaient demeurés insolubles pendant 20, 30, 40 ans ont connu, grâce à l'avènement de nouvelles technologies, elles ont permis de dénouer l'impasse. Il faut faire exactement la même chose avec les histoires d'ovnis. Des histoires qui datent des années 50, 60, 70. Il faut ressortir ces dossiers-là. Ils sont à l'époque, il y avait eu une investigation et ils étaient demeurés non identifiés. Et si on les regarde aujourd'hui, en 2020, si on les regarde avec la technologie d'aujourd'hui, on fait de nouvelles analyses sur les photographies, est-ce qu'on va trouver des choses? Je te donne un exemple, par exemple. Dans le projet Blue Book, en fait, il y a eu une commission parallèle, on s'en fâchera pas dans les fleurs du tapis, là. Il y a une commission parallèle à un moment donné qui s'est appelée Commission Condon, qui travaillait en parallèle avec Blue Book. Mais durant cette enquête, ils ont analysé des photographies qui avaient été prises en mai 1950. Et ces photographies, on les appelle les photographies de Paul Trent. Et donc, Paul Trent avait pris comme 2 objets dans le ciel. Hein, ça se passe à McMainville, en Oregon. Et on est en mai 1950, comme je te mentionne, et on voit comme 2 photos qui semblent se suivre, qui ont été pris à quelques secondes d'intervalle. Et sur une photo, on voit une espèce d'objet avec une tourelle, une espèce de disque volant avec une tourelle. Et sur l'autre photo, on voit comme l'objet placé un peu de côté, où on voit davantage la base de l'objet. Quand les experts de l'armée américaine se sont penchés sur ces photographies, et le projet Colorado, la commission Condon, cette commission parallèle, ils ont analysé ces photos et ils ont conclu que les photos étaient inexplicables. Ils ont dit, ce qu'on voit sur ces photos correspond exactement à ce qu'on verrait si un grand objet métallique de plusieurs dizaines de mètres se serait présenté dans le champ visuel de l'observateur. Et voilà, on conclut que ces photos sont inexplicables. Donc, un des cas classés à l'époque par l'armée comme inexplicable, il y avait les photos Paul Trent prises à McMainville, en Oregon. Mais depuis, on a retrouvé le négatif, on a fait de nouvelles analyses, une photométrie sur les grains de la pellicule et on voit le fil qui tient l'objet. Donc, on sait aujourd'hui, il n'y a aucun doute, une certitude à 100%. Les photos de Paul Trent prises à McMainville en Oregon en mai 1950 ne sont qu'une petite maquette suspendue à un fil. mais pour ça, il a fallu retrouver le négatif, continuer les recherches, tu comprends? Parce que quand l'armée a fait leurs recherches, Paul Trent a dit, j'ai perdu le négatif. En fait, le négatif, il avait confié un journal qui avait publié ses photographies. Le négatif n'était jamais retourné finalement. Donc, on avait perdu un peu le négatif. Il aura fallu tout ce travail, cet acharnement pour retrouver le négatif original. Ensuite, de nouvelles analyses sur les photos qui ont été faites en France, par exemple, l'analyse des photographies, pour finalement mettre à jour la fraude. C'est pas parce que les photos en 1966-67 avaient été conclues comme authentiques qu'il fallait les enterrer
et aller, disons, ad vitam aeternam, dire voilà, les photos de Paul Trent sont inexplicables. Non, il faut faire exactement l'exercice de ces policiers qui, avec acharnement, vont ressortir des vieilles histoires, les regarder avec un œil neuf, en appliquant de nouvelles technologies pour essayer de trouver une explication. Et c'est le mandat d'un bon enquêteur. Si tu veux croire, ben là, il n'y a pas de problème, crois ce que tu veux, rêve. Mais si tu es un bon enquêteur et tu veux la vérité, parce que c'est ça, hein, si tu veux du rêve, crois. Si tu veux la vérité, enquête. Et pour enquêter, il faut faire ce travail-là, ressortir des vieilles histoires, les regarder à nouveau, appliquer de nouvelles technologies, essayer de retrouver les témoins. Est-ce qu'il y a quelque chose que le témoin n'a pas dit en 1970 qui aujourd'hui nous dirait et qui pourrait éclairer d'un jour nouveau toute cette histoire-là? Il faut accepter de faire cet exercice-là. Mais évidemment, les amateurs d'OVNI, malheureusement, pas tous, mais malheureusement en grande partie, préfèrent du rêve. On croit, on aime croire qu'on est visité par les extraterrestres qui sont là autour de nous et on vit dans cet univers un peu de fantasme. Je ne dis pas que ça n'existe pas, qu'on n'a pas de visite extraterrestre, mais il faut faire une démarche intellectuelle avant de tirer une conclusion comme celle-là. Radio X Files. Avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X. On vous souhaite un bon vendredi soir sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Vous êtes dans Radio X Files avec Christian Page et Yannick Marceau. On est maintenant rendu au segment Entrevue. Oui, bien sûr. Cette entrevue, on a parlé du projet Blue Book, 50 ans et 24 ans pour l'histoire de Virginia. Donc, cette histoire de rencontre j'allais dire du troisième type, mais sinon d'un drôle de type qui s'est produite au Brésil. On est en janvier 1996. J'en ai discuté il y a quelques jours avec Jocelyn Keller. Jocelyn Keller, dans votre livre « Dossier inexpliqué », tome 1, vous évoquez une histoire qui a fait beaucoup réagir dans la deuxième moitié des années 90 concernant une histoire d'extraterrestre qui serait survenue à Virginia. On est ici au Brésil. Donc, une histoire dont les ramifications sont très nombreuses. L'histoire est complexe, même certains diront presque floue dans la documentation ou la vérification des éléments. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire, cette rencontre du troisième type hors du commun? Alors, Virginia, c'est un peu le Roswell brésilien, on va dire comme ça pour donner une comparaison. C'est une histoire assez unique dans son genre puisque c'est une ville entière qui a été impliquée dans une rencontre du troisième type. Donc là, dans cette histoire, on n'a pas 1, 2 ou 3 témoins, on en a des dizaines. Et en même temps, on va le voir, on est face à une affaire qui est extrêmement floue, dans laquelle il n'y a pas de preuves, il n'y a rien de tangible à présenter pour vraiment étayer cette histoire. Alors, l'histoire est très longue. Comme on a un temps un peu limité, je vais essayer de la résumer au maximum. Vous m'en excuserez. Peut-être parfois je vais un peu frustrer certaines personnes en étant un peu lapidaire sur certains passages. Mais c'est vrai que l'histoire, quand on la raconte vraiment, il faudrait plus d'1 heure. Juste pour situer, Virginia, c'est une cité, c'est une ville de 130 000 habitants, hein, donc c'est une grosse ville qui est située à égale distance de Sao Paulo, Rio de Janeiro et Belo Horizonte, et c'est un des principaux centres de production du café au Brésil. Voilà, pour situer un petit peu la ville. Alors, quand on raconte l'histoire de Virginia, on commence toujours par raconter la rencontre qu'ont fait 3 jeunes filles ce 20 janvier 1996. On est dans l'après-midi, elles rentrent d'un quartier où elles ont aidé à un déménagement et elles décident de prendre un petit raccourci en passant par une sorte de terrain vague. Alors, il y a 3 jeunes filles, elles s'appellent... Alors, je vais donner juste leur prénom, ça ira plus vite. Katia, 22 ans, c'est la plus âgée. Il y a ensuite Liliane, qui a 16 ans. Et Liliane est accompagnée de sa jeune sœur, Valkyria, qui a 14 ans. Et les 3 jeunes filles donc traversent ce terrain vague et se retrouvent à un moment, elles aperçoivent au fond du vallon, parce qu'en fait, voilà, c'est un raccourci, elles sont obligées de passer dans un petit vallon. Il faut imaginer ça comme avec beaucoup d'herbes, quelques maisons en ruine. Enfin, c'est pas un endroit très accueillant, on va dire. Et à un moment, il y a une des filles qui pointe le doigt dans une direction, et là, une dizaine de mètres des 3 filles, il y a une sorte de créature extrêmement étrange qui est recroquevillée au pied d'un mur. Et une des filles dira même plus tard, ce n'était ni un homme ni un animal. Donc ça ressemblait c'était de forme humanoïde, mais ça avait l'air d'avoir des membres filiformes, un peu comme du caoutchouc. Une peau brune qui dégageait même une odeur plutôt désagréable. Et la créature avait une sorte de crâne difforme avec 3 bosses sur la tête.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'univers de ces 3 filles, à aucun moment elles ne pensent à un extraterrestre. Pour elles, la première réaction, surtout quand la créature a tourné la tête vers les 3 filles, la créature avait des yeux rouges. Donc là, elles ont eu très très peur, elles sont parties, et ce qu'elles ont dit à leur mère quand elles sont arrivées chez les parents, c'est « on a vu le diable ». Voilà. Pour elles, elles ont vu un démon qui avait 3 cornes. Alors elles avaient l'air tellement traumatisées que leur mère s'est rendue sur les lieux avec une amie. Et effectivement, donc sur place, il n'y avait pas grand-chose, mais elles ont quand même noté des traces suspectes dans l'herbe et une forte odeur d'ammoniac. Voilà, ça c'est, en général, on commence à raconter l'histoire comme ça, et on se dit, bon, c'est déjà quand même suffisamment étrange, mais l'affaire aura même d'ailleurs pu s'arrêter là. Sauf que les rumeurs vont circuler très vite, la presse locale va écrire un petit article, et là, dans la ville, il y a un avocat réputé qui s'appelle Ubirajara, excusez-moi pour la prononciation, Ubirajara Rodriguez, et qui, à ses heures perdues, est un ufologue. Et lui se dit, là, il y a une histoire très très étrange, je vais enquêter sur cette histoire. Et donc, il commence sa petite enquête, et il se rend compte qu'en fait, avant même l'histoire des 3 filles, il y a eu d'autres personnes à Virginia ou autour de Virginia qui ont vu des choses étranges. Alors là, je fais vite, je résume, mais il apprend que la veille au soir, on va dire ça comme ça, un couple de fermiers a vu un objet gris similaire à une sorte de sous-marin qui volait dans l'air en direction du sol. Ils ont été très intrigués, mais voilà, pas plus que ça. Un peu plus tard, il tombe aussi sur un autre témoin qui s'appelle Ildo Lucio Galdino, qui est un étudiant et qui lui dit que ce même jour, mais vers 8h du matin, il a ouvert la fenêtre de sa chambre qui était au rez-de-chaussée et il est tombé nez à nez avec une créature. Alors, ça l'a laissé mieux surprise, il n'a même pas eu le temps d'avoir peur parce que la créature s'enfuit. Mais la description qu'il fait de la créature, c'est à peu près la même que celle qu'ont fait les 3 filles. Donc, un être de petite taille, 1m50, avec une grosse tête chauve, 3 longs doigts, une peau brune un peu huileuse, enfin exactement la même chose. Voilà. Donc là, déjà, l'ufologue se dit ça, c'est l'histoire, elle est quand même assez étrange parce que je commence à avoir d'autres gens qui ont vu des choses curieuses. En fait, après, il se passe pas grand-chose pendant 3 semaines. Mais par contre, Rodriguez se met en relation avec un nouvel enquêteur qui s'appelle Paccaccini. Alors lui, il est propriétaire de plantations de café. Il habite un peu plus loin, mais c'est aussi un ufologue. Et les deux vont se rencontrer et vont se dire, en fait, on va s'entraider, on va travailler ensemble et on va essayer quand même de savoir exactement ce qui s'est passé. Et en fait, tout ce qu'on apprend ensuite, c'est toute leur enquête. C'est-à-dire qu'eux vont essayer de retrouver tous les témoins de l'affaire. Le problème, c'est qu'ils vont enquêter 2 à 3 semaines après. Donc déjà, il y a des gens qui ont un peu oublié ou des gens qui sont partis, donc c'est pas facile pour eux. Mais ils vont quand même obtenir beaucoup d'informations. Ils vont apprendre, par exemple, que le matin même de l'observation des 3 filles, les pompiers de Virginia ont été impliqués dans un incident très très bizarre. On les a appelés dans un des parcs de la ville, donc pas très très loin d'ailleurs de là où les filles ont aperçu une créature. Et quand ces pompiers sont arrivés sur place, vers 8-9 heures du matin, ils sont tombés sur des militaires qui étaient en train d'encercler une créature inconnue. Donc les pompiers, totalement stupéfaits, ont demandé ce qu'ils devaient faire à leur hiérarchie. Celle-ci leur a dit vous ne faites rien. Et en fait, la créature en question a été manifestement capturée par les militaires qui l'ont mis dans un camion. On raconte que il y avait plein d'habitants du voisinage qui étaient là, avec des enfants, enfin des familles, tout le monde a vu ça, étrangement. Mais bon, personne n'a malheureusement pris de photos. Et il se raconte à Virginia que la créature en question aura été emportée vers une école militaire située à 25 km de Virginia. Donc l'information est quand même très intéressante parce que ça veut dire que avant que les 3 filles voient un être étrange, il y a déjà une autre créature qui aurait été capturée par l'armée. Ça veut dire qu'il y a au moins 2, voire plusieurs créatures. Donc, alors après, ils se renseignent sur la créature. Elle ressemble un peu à ce que les filles ont décrit. Des témoins disent que les soldats avaient une caméra. Donc, il y a peut-être une vidéo qui existe. Malheureusement, personne ne l'a vue. Voilà. Tout en enquêtant, il tombe sur un avocat qui fait du jogging et qui lui dit que vers 13h30, donc on est toujours avant l'histoire avec les 3 filles, vers 13h30, il est en train de courir dans les bois et lui, il assiste à des opérations insolites. Il voit passer 2 avions de chasse à basse altitude. Ensuite, il voit des mouvements de soldats dans la forêt en tenue de camouflage. Il entend des détonations et puis il voit des soldats qui sortent de la forêt avec
une sorte de sac dans lequel il y a une forme vivante. Voilà. En tout cas, le sac remue. Il y a quelque chose de vivant dedans. Alors, c'est peut-être un animal, on ne sait pas. Voilà, lui il note tout ça et il dit c'est quand même très très bizarre cette histoire avec des militaires qui avec ce grand sac là et qui emportent ça au loin. Donc il y a ce témoignage là qui existe. Et puis après, alors tout en poursuivant leur enquête, nos deux ufologues apprennent l'histoire de Marco Cherez. Alors Marco Cherez, c'est un des fonctionnaires de police, un jeune fonctionnaire de police. Il avait 23 ans. Et alors, d'après ce qu'il se raconte, lui aurait participé à la capture d'une des créatures. Et le problème, c'est que il est passé chez ses parents pour se changer. En fait, il était rentré chez ses parents pour leur dire voilà, on a du travail, il se passe un truc très très bizarre, et je repars et je suis pas sûr de rentrer tout de suite. Et en fait, quelques jours plus tard, pour une raison totalement inconnue, il est tombé malade et il est mort d'une infection foudroyante quelques jours après. Les médecins n'ont jamais su expliquer ce qui lui était arrivé, mais alors il se raconte, alors bien sûr c'est au conditionnel, qu'il aurait été égratigné par l'une des créatures lors de la fameuse capture. Voilà. En tout cas, on sait que dans cette histoire, il y a eu un mort, c'est ce jeune fonctionnaire de police. Ça, c'est attesté, on a sa photo. Alors après, de quoi est-il mort exactement ? Peut-être de quelque chose de tout à fait naturel, c'est possible. Alors après, l'histoire se poursuit puisque nos deux Pacacini et Rodriguez continuent leur enquête. Ils font jouer tous leurs contacts à droite et à gauche. Et finalement, ils apprennent plus ou moins que une des créatures aurait été emportée d'abord dans un hôpital. Donc là, effectivement, dans l'hôpital, ça a été... ils interrogent des médecins, des infirmières et on leur dit effectivement, il se passait un truc très très bizarre. On a dû installer un périmètre de sécurité dans l'hôpital. On nous a dit de ne pas parler. Enfin voilà, il y a eu plein de choses comme ça. Ensuite, de cet hôpital, une des créatures aurait été emportée vers une école militaire qui est située beaucoup plus au sud de Virginia. Ça s'appelle Unicamp. C'est l'université d'État de Campinas, exactement. Alors c'est un immense campus universitaire de 40 000 étudiants, mais qui est spécialisé dans la recherche médicale et biologique. C'est-à-dire, il semblerait que dans cet endroit, on ait des équipements de très haute technologie pour faire des autopsies, pour faire des analyses médicales très très poussées. Alors bon, voilà, il se raconte que, en tout cas, les deux ufologues ont eu le témoignage d'un officier de cette école qui dit que les créatures ont été transférées dans l'université d'Unicamp pour éventuellement y être autopsiées, ce qui voudrait dire qu'il y avait peut-être des créatures qui étaient mortes. Voilà. Bon, de tout ça, bien sûr, on n'a pas la moindre preuve. Hein. Ce sont que des témoins qui racontent ça. L'un des deux ufologues avait d'ailleurs au sein de Unicamp son propre frère qui était étudiant. Donc il a eu des informations un peu de première main. Le hasard fait bien les choses. Bon, après, voilà, c'est l'histoire qui s'est racontée. À Unicamp, il y avait aussi un praticien fameux qui s'appelle Fortunato Badan-Palares. Alors lui, il est très connu. Puisque c'est lui qui en 92, donc 4 ans avant, avait fait des tests génétiques pour identifier la dépouille de l'ancien tortionnaire nazi Joseph Mengele, qui avait été retrouvé mort en 1979. On n'était pas sûr de son identité, et voilà, il y avait eu des tests autour de ça. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? D'après toujours les témoignages, je résume, hein, parce que j'ai malheureusement pas le temps de vous donner tous les détails, mais apparemment, les États-Unis se seraient un peu mêlés de cette affaire extrêmement curieuse, puisque alors il y a 2 autres ufologues brésiliens qui ont eu les propos d'un militaire de l'armée de l'air brésilienne qui dit qu'en fait le NORAD, c'est-à-dire le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, aurait averti son équivalent brésilien, le centre de la défense et trafic aérien brésilien, qu'un ovni était en train de se déplacer et de descendre vers le sud de l'État de Minas Gerais, c'est-à-dire en gros vers Virginia. Et donc là, il y aurait des Américains qui seraient un peu mêlés de l'affaire. Les témoins disent qu'ils ont vu beaucoup de civils américains à Virginia par rapport à d'habitude, quoi.
Voilà. Bon. Il faut quand même avouer, Josselin, que jusqu'à ce stade-ci, on est en présence de tous les éléments qui sont forts ou propres à la culture ou au folklore ufologique. C'est-à-dire l'intervention de l'armée, les militaires américains. Ce qu'il y a d'assez curieux dans cette histoire de Varginha, c'est qu'il faut quand même avouer que l'armée brésilienne avait reconnu une activité militaire dans un parc de la ville, mais elle impliquait plutôt, je crois que c'était un couple de petites personnes, entre guillemets des nains, dont une femme était enceinte, elle était en train d'accoucher ou un truc comme ça. Une histoire un peu invraisemblable, mais qui quand même venait confirmer que, en effet, ce matin-là, il y avait eu une activité militaire. Dans cette histoire, exactement. Dans cette histoire, on a l'impression quand même que l'armée brésilienne était très très mal à l'aise avec les faits et en tout cas les questions qui lui ont été posées. Et du côté des pompiers, là c'est encore plus clair, c'est-à-dire en gros il ne s'est rien passé le 20 janvier 96 à Varginha. Et quand on a demandé, les ufologues et même certains journalistes ont demandé à avoir le rapport qui indique les sorties, les entrées, enfin les opérations qu'ont menées les pompiers, comme par hasard le 20 janvier 96 le document a disparu. Donc là, il y a quelque chose. On sent qu'il y a, de toute façon, il y a eu une sorte. Moi, je pense qu'à Varginha, il s'est passé quelque chose. Après quoi, je suis pas certain que ça soit lié au monde de l'ufologie. C'est peut-être plus une opération militaire un peu secrète. Alors, je pourrais pas vous dire puisqu'elle est secrète de quoi il s'agissait. Mais je pense que cette histoire de créatures, etc., dissimule autre chose. Il y a quelque chose d'autre derrière. Il faut savoir qu'à l'époque, le Brésil n'était pas une démocratie. Il y avait une police militaire, il y avait, il se passait des choses un peu violentes et un peu brutales, ce qui pourrait peut-être expliquer certaines choses. Voilà. Il faut quand même aussi remettre que dans le contexte, à partir du milieu des années 1990, débutant d'abord de mémoire en 94 sur l'île de Porto Rico, il a commencé à voir ces récits d'une créature mystérieuse qui n'est pas tout à fait qui ressemble par certains aspects à la créature observée à Varginha. C'était les histoires du Chupacabra, donc une espèce de petite créature qui ressemblait un peu à une espèce de gargouille qui faisait à peu près 1,50 m de haut, avec des grands yeux rouges, et l'on disait que cette créature s'attaquait au bétail. Ce qui est assez curieux à ce moment-là, c'est que les récits de ce Chupacabra vont se répandre principalement dans les pays hispanophones, ou encore, au Brésil, on le sait, on parle le portugais, mais ce sont surtout ces communautés hispanophones et portugaises qui vont récupérer ces histoires de Chupacabra à travers la presse locale, et on retrouve, à partir du moment où la presse se met à parler de ces récits d'apparition, on va retrouver des apparitions du Chupacabra un peu partout à travers l'Amérique centrale et bien sûr en Amérique du Sud, où principalement on a des communautés qui sont hispanophones. Donc on a une espèce de terreau qui est fertile à des apparitions de créatures de ce type-là, qui sont évoquées à la fois dans la presse et dans une culture également où on fait beaucoup de place à ces espèces de créatures monstrueuses, petits gnomes. Et là, voilà qu'arrive l'affaire de Varginha en 1996. On est dans une espèce de vortex de ces histoires-là. Exactement. En fait, l'histoire de Varginha, si on la résume très simplement, on pourrait dire, voilà, le 20 janvier 96, un objet volant non identifié se sera écrasé près de la ville de Varginha, avec à son bord une demi-douzaine de créatures, voilà, en tout cas quelques-unes, on va dire, qui auraient été aperçues par de très nombreux témoins avant d'être abattues ou capturées par les autorités pour être autopsiées, et l'armée aurait ensuite tout mis en œuvre pour étouffer l'affaire. Voilà, on peut le résumer comme ça. Moi, ce qui m'intrigue, c'est le témoignage des 3 jeunes filles, parce que il y a eu une émission en 2016 pour les 20 ans de l'affaire sur TV Globo, qui est la principale télévision brésilienne. Il y a eu des reportages consacrés à cette histoire. Et on a retrouvé bien sûr nos 2 ufologues qui avaient 20 ans de plus, mais aussi les 3 jeunes filles qui sont maintenant des jeunes femmes. Et leur version des faits est absolument la même. C'est-à-dire que 20 ans après, elles disent voilà ce qui nous est arrivé, et elles n'ont pas changé d'un millimètre dans leur témoignage. C'est assez étonnant. En revanche, après, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une histoire quand même où on a le témoignage des 3 filles, mais tout le reste, ce sont des sources très souvent anonymes, des témoignages qui sont pas très fiables ou de seconde main, des faits qui sont pas toujours très avérés, beaucoup de rumeurs, et puis absolument aucune preuve matérielle. Voilà.
Voilà, et on se dit quand même, c'est très curieux, parce que même s'il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, en 96, enfin en tout cas c'était pas répandu, il n'y a personne qui a présenté ne serait-ce qu'un début de photos, de vidéos, d'un débris, une matière organique, un enregistrement sonore, mais absolument rien du tout. Absolument. D'ailleurs, le célèbre ufologue américain Kevin Randle disait à propos de cette histoire-là, il dit... On a une énorme histoire, mais on ne peut prouver à peu près rien de ce qui a été rapporté tant dans les médias qu'entre les témoins ou rapporté par les ufologues locaux. Alors en même temps, on pourrait se dire peut-être que c'est des gens qui se sont un peu ligués entre eux pour créer une histoire imaginaire et faire un peu de publicité pour la ville. Parce que depuis, il y a quelques personnes qui se rendent un peu à Virginia parce que c'est un peu le Roswell brésilien, mais ça me paraît, les principaux témoins qui ont été interrogés ne se connaissaient absolument pas. Et puis pourquoi aurait-il inventé quelque chose d'aussi extravagant? Donc ils auraient... Même le nouveau château d'eau à Virginia a la forme d'une soucoupe volante. Hein. Oui, exactement. Ils voulaient même créer, moi j'avais lu quelque part qu'il était question de créer un musée. Un musée alors je sais pas, des ovnis et de l'ufologie, mais il n'a jamais été terminé en fait. Voilà. Ouais. Mais il y a un merchandising qui existe là-bas, un peu comme à Roswell. En fait. Moi, je pense que derrière, voilà, ça c'est ma conviction personnelle, n'engage que moi. Je pense qu'il y a eu des opérations moins extraterrestres qu'on le pense, mais peut-être tout aussi inquiétantes, et qui auraient peut-être associé le Brésil, les États-Unis, peut-être, je sais pas. C'est encore une fois une bonne histoire à raconter, une histoire qui a fait beaucoup fantasmer, mais lorsque vient le moment d'étayer ces histoires avec des preuves concrètes, c'est le néant absolu. Jocelyn Keller, merci beaucoup de nous avoir raconté cette histoire aujourd'hui. Une de plus dans le dossier des ovnis. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur de Dossiers inexpliqués, tomes 1 et 2 et Affaires étranges qui sont disponibles en librairie. Je te salue, Jocelyn, et c'est au plaisir d'une prochaine conversation. À très bientôt. Merci. Bonne journée à toi. Radio X-Files. Enfin, mon cher Christian, c'est une histoire qui n'a pas de quoi être interrompue à la toute fin. Et on demeure dans nos hypothèses, c'est le fun. Oui, c'est une histoire qui est très chaotique, parce que on a le témoignage de ces fillettes, ensuite des gens de Virginia. On estime à peu près à 100 personnes le nombre de gens qui auraient été témoins d'événements ou d'activités étranges en ce mois de janvier 1996 associés à l'affaire de Virginia. Ce qui est d'autant plus curieux, et là, c'est une version officielle. La presse, le gouvernement brésilien, en fait, les militaires brésiliens ont tenu une conférence de presse. Et dans cette conférence de presse, ils ont prétendu que l'activité, donc là, c'est pas une rumeur, là, c'est la position officielle des autorités militaires brésiliennes de Virginia. Ils reconnaissent qu'ils ont fait une opération militaire dans un parc de la ville, mais c'était pour venir en aide à un couple de nains, donc des petites personnes, dont la femme était sur le point d'accoucher. Écoute, ça ébranle. Ça, c'est la position officielle. Tu fais venir l'armée, il y a une opération militaire dans un parc pour venir en aide à un couple de petites personnes. Bon, je suis resté sur ma faim. On est loin de la description. Puis il y avait aussi dans l'histoire, là, dans certains écrits que j'ai pu lire, une personne qui était lourdement handicapée, qui errait un peu dans ce coin-là, puis on pensait que peut-être que ça pouvait être lui, la créature de Virginia. Sauf que ce gars-là, qui était lourdement handicapé, il était très bien connu des trois jeunes filles. Donc voilà. Il n'y aurait pas eu cette confusion. Donc, moi personnellement, et là je parle, ça n'engage que moi, mais je ne crois pas beaucoup aux visites extraterrestres. En fait, je suis toujours dans l'attente d'une preuve qui me convaincrait qu'on est visité par des extraterrestres. Mais dans l'affaire de Virginia, à la fois l'hypothèse des extraterrestres me semble, à tout le moins pour moi, peu vraisemblable, ça c'est une position personnelle, mais en même temps, la position des autorités semble clairement cacher quelque chose. Donc là, tu te trouves dans une histoire où tu as des témoignages de gens qui te racontent quelque chose de tout à fait fantastique. D'un autre côté, tu n'as pas de réponse satisfaisante de la part des autorités et tu as vaguement l'impression qu'on nous dissimule, qu'on nous cache quelque chose. Donc,
tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas accès à des archives officielles, des documents officiels qui viendraient jeter un éclairage nouveau sur cette histoire-là, ben je pense que l'affaire de Virginia demeure une bonne histoire qu'on peut se raconter, même si pour l'instant on ne peut pas vérifier ou démontrer quoi que ce soit. Donc la porte est ouverte en fait à toutes les spéculations. Je pourrais pas dire si quelqu'un m'arrivait en me disant je suis convaincu qu'à Virginia c'était des extraterrestres, ben j'aurais aucun argument à lui opposer. Là. Tu comprends? Je dirais bon, c'est possible, on ne sait rien. Ce dont je suis certain, c'est qu'il devait certainement pas y avoir un couple de nains dans un parc de Virginia qui aurait nécessité de mobiliser les forces armées pour pouvoir venir en aide à la femme qui apparemment était sur le point d'accoucher. Mais des fois, ça me paraît un peu étrange. Ben, c'est parce que l'armée a toujours une équipe de communication, puis c'est la meilleure chose qu'ils ont trouvé à dire pour expliquer l'événement. Tu sais, et voilà, moi-même, quand j'ai entendu ce point de presse de l'armée brésilienne, écoute, j'étais ébranlé. Je crois honnêtement, Yannick, que mieux aurait valu qu'ils ne disent rien, qu'ils disent ça. Parce que en disant ça, la version qu'ils donnent est tellement peu crédible que ça donne de l'eau au moulin à ceux qui veulent croire qu'il y a quelque chose de fantastique derrière l'affaire de Virginia, ou encore qui prétendent que les autorités nous cachent quelque chose, qu'il y a une espèce de conspiration du silence. Mais en proposant une explication aussi fantaisiste que celle-là, bien sûr, tu ne fais qu'alimenter cette controverse. Quelqu'un qui m'écrit par texto, une opération militaire pour un accouchement de petite personne, ça peut être un sketch du bye-bye. T'as tout à fait raison. C'est comme invraisemblable. Et bien sûr, les témoins qui ont assisté à des événements un peu mystérieux, ces gens-là ne sont pas revenus sur leur position. J'ai mis sur la page de Radio X-Files, quand j'ai mis l'annonce de la thématique d'aujourd'hui, j'ai mis justement une photo où on voit les 3 fillettes. Il y a une animation, là, il y a une espèce de petit bonhomme là, qui représente l'extraterrestre, mais d'un côté, on voit une photo où les 3 fillettes pointent vers le mur. Ça, c'est une photographie qui a été prise en 1996, qui montre l'endroit où les jeunes filles ont vu cette fameuse créature. Mais comme le disait Jocelyn dans l'entrevue, en 2016, pour les 20 ans de cet événement-là, la télévision brésilienne a fait un spécial sur l'affaire de Virginia et ils ont retrouvé les 3 jeunes filles qui maintenant, là, comme le dit Jocelyn, sont devenues des jeunes femmes et elles n'ont pas changé d'un iota leur version de l'histoire. Elles continuent de dire, écoute, on a traversé. Et ce qui est intéressant, c'est que leur observation se fait en plein milieu de la journée. Là. C'est pas quelque chose dans l'obscurité entre des arbres. Là. Les jeunes filles racontent, on est passé à travers cette espèce de terrain vague et là, la créature étaient comme appuyées contre le mur. Elles étaient à quelques mètres d'elles, en plein soleil, en pleine journée. Elles l'ont très bien vu. On ne peut pas accuser l'obscurité, on ne peut pas accuser les conditions d'observation qui n'étaient pas optimales. Elles l'ont vu, la créature était juste à côté d'elles. Elles l'ont détaillé pendant quelques instants. La créature s'est tournée dans leur direction et là, c'est à ce moment-là que les jeunes filles ont fui. Mais les conditions d'observation étaient quand même assez bonnes pour permettre de bien voir ce qu'il y avait devant elles et les 3 jeunes filles ont fait une description identique de la chose. Elles étaient convaincues à l'époque et visiblement, d'après le reportage de 2016, elles demeurent convaincues que ce qu'elles ont vu n'avait rien d'humain et ce n'était pas non plus un animal qui appartenait à la faune locale. Ça veut pas dire que c'était pas un animal exotique, hein. Est-ce qu'un animal aurait pu s'échapper d'un zoo ou d'un centre de recherche et puis elles auraient pu voir ça? Toutes les possibilités sont ouvertes, là. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'explication sur l'affaire de Virginia. Ouais. Mais néanmoins, on le voit, la ville a capitalisé autour de ça. Il faut quand même se dire que Virginia, c'est quand même pas un site touristique, là. C'est pas les plages de Copacabana, là. Avec un nom de même, c'est sûr que moi, je penserais pas aller là. Mais on le comprend, la ville a capitalisé là-dessus et c'est vrai que pour les gens locaux, hein, les gens du Brésil, Virginia, si tu t'intéresses aux ovnis, ça devient un peu l'endroit, l'incontournable, un peu comme si tu vis aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, puis tu t'intéresses aux ovnis. L'Area 51 ou encore Roswell deviennent, somme toute, des incontournables dans cette culture-là sur les phénomènes étranges et mystérieux. Autre question par texto, il reste à peu près 4 minutes, Christian. Est-ce que Christian Page a une théorie préférée pour cet événement?
Moi, mon hypothèse, c'est la possibilité qu'un animal sur lequel on aurait peut-être inoculé un vaccin ou quelque chose, une maladie, là, qui aurait pu devenir une maladie contagieuse, se soit échappé. En fait, j'oscille entre l'idée de l'animal échappé d'un centre de recherche, qui à ce moment-là aurait nécessité, bien sûr, tu comprends, si tu as un animal, imaginons une espèce de scénario où tu as un animal, puis là tu as injecté la variole ou quelque chose comme ça, et l'animal s'échappe du laboratoire, évidemment, il y a la crainte d'une épidémie ou d'une pandémie. Là. Ouais. Donc, évidemment, ça va nécessiter l'intervention à la fois des autorités militaires ou des services de police, des services d'urgence, les premiers intervenants. Donc, et cet animal-là, ben, si c'est un animal plus ou moins exotique, peu connu des populations locales, bien évidemment, elles peuvent entraîner ou alimenter toutes sortes de récits fantastiques. Donc moi, je sais entre cette version-là et une version où les jeunes filles ont confondu simplement un individu ou un animal de la faune locale, et à partir de là, il y a une espèce de... j'irais pas jusqu'à dire une hystérie qui s'est mise en place, mais une espèce d'engouement, une espèce de fantasme local qui s'est produit. Et là, les gens se sont mis à interpréter ou voir toutes sortes de trucs un peu étranges. Je sais qu'en disant ça, les gens vont se dire, mais c'est incroyable, cette idée-là de l'entraînement populaire. C'est donc une vision, et là, soudainement, c'est un entraînement populaire. Mais je dois rappeler que dans l'histoire récente, on a plusieurs événements qui se sont produits qui vont dans ce sens-là. Rappelons, par exemple, cette histoire de l'invasion des Martiens lors de l'émission d'Orson Welles en 1938, le soir de l'Halloween en 1938. Et là, il fait cette émission de la guerre des mondes qui n'est finalement qu'un théâtre radiophonique. Et pourtant, dans les heures et les jours qui vont suivre, des gens vont jurer qu'ils ont bel et bien vu des objets dans le ciel, qu'ils ont vu les machines, en fait, c'était des espèces de machines, des tripodes qui se déplaçaient, les machines des Martiens, ils les ont vues. Ils sont prêts à jurer qu'ils ont vu les machines des Martiens. Et pourtant, on sait bien que l'affaire de la guerre des mondes n'était qu'une invention, une extrapolation, une adaptation d'un roman d'H.G. Wells que Orson Welles, il n'y a aucun lien de parenté, là, que Orson Welles avait réadapté pour la radio. Donc, on le voit à partir du moment où on raconte une histoire comme celle-là qui se retrouve dans la presse, dans les médias, ben, les gens se mettent à se dire « Ouais, j'ai vu quelque chose d'étrange. » Et là, ben, évidemment, l'imagination s'emballe, on rajoute des détails, on le raconte et on le raconte à nouveau, on transforme l'histoire. C'est possible. Je ne l'exclus pas. Je n'exclus pas la possibilité qu'il s'agisse d'un animal qui aurait pu s'échapper d'un centre de recherche. Mais honnêtement, Yannick, là, très, très honnêtement, je suis dans un monde de spéculation comme à peu près tous les auditeurs. Il n'y a pas l'explication de Christian Page n'est pas meilleure que celle d'un autre. Je veux dire, je l'ai pas d'explication. On a cette banque de témoignages très importante, les autorités qui reconnaissent avoir participé à des opérations militaires. Et c'est ça le plus intriguant dans l'affaire de Virginia. C'est que ici, les autorités reconnaissent qu'ils ont participé à des opérations militaires, mais pour des raisons qui semblent tout à fait loufoques. Donc, c'est vraiment un univers de spéculation, l'affaire de Virginia. Christian, est-ce que tu as des conférences de prévues dans les prochaines semaines à Québec ou à Montréal? Non, j'ai une conférence qui est prévue pour le mois de février. Et en fait, c'est assez amusant parce que, tu sais, Yannick, il m'arrive rarement de donner des conférences en dehors des grands circuits, là, Montréal et Québec, mais je vais quand même en donner une le 23 février prochain à Saint-Marc-sur-Richelieu. Donc, c'est en fait, c'est en Montérégie. C'est à l'hôtel des Trois-Tilleuls. L'hôtel des Trois-Tilleuls, bon, j'imagine comme plein de gens qui nous écoutent ce soir le savent, c'est l'hôtel qui appartient à Michel Barrette, le comédien Michel Barrette. Et je vais participer à une espèce de dîner brunch à l'hôtel des Trois-Tilleuls. Donc ça va être à Saint-Marc-sur-Richelieu. C'est le 23 février prochain. C'est probablement la seule conférence, la seule intervention publique que je vais faire ce printemps. Parce que j'ai trop de projets sur lesquels je travaille. Mais cet automne, écoute Yannick, je te le dis tout de suite en primeur, cet automne, je vais quand même donner quelques conférences. Et probablement, dans ces conférences, j'aurai comme invité spécial Jocelyn Keller en chair et en os sur scène. Ah, c'est intéressant. Donc, les gens l'entendent régulièrement à l'émission. C'est un bon ami. Jocelyn est un gars qui est fort intéressant, qui a enquêté sur plein de trucs. Il a écrit d'ailleurs 3 ouvrages où il raconte un peu ses investigations. Et je pense que Christian Page et Jocelyn Keller sur une même scène, ça pourrait donner une très, très bonne conférence. Un très beau week-end à toi ainsi qu'aux auditeurs et on se redonne rendez-vous vendredi prochain, 20h. Oui, absolument.